Chers amis du football, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dribble, le 11e. Où aujourd'hui on va parler des matchs de qualification pour la Coupe du Monde. On va faire un tout petit tour du monde, un peu moins grand que les autres épisodes. Et puis ensuite on aura un grand débat. On va parler de l'évolution du football sur ces 20-25 dernières années. Comment il a évolué tactiquement, physiquement, comment les joueurs ont évolué. Puisque nous en vrai on est plutôt une génération années 90-2000. Et aujourd'hui le football est un peu différent. Avec moi, deux spécialistes à ma droite, à votre gauche, Nico. Salut Nico. Salut. Comment ça va? Nickel, et toi? En forme? Toujours. Magnifique. Et à ma gauche, votre droite, Michael. Comment ça va, Michael? Mais ça va, et toi? En forme? En forme, toujours. Toujours? Toujours en forme. Toujours en forme. Spécialiste du football italien. Je sais pas si on peut définir spécialiste. Si, quand même, Allez, un peu. amateur du football Je vous italien. donne le titre. Je vous donne le titre. Merci. Merci. On l'apprécie. L'Italie, on va en parler. Mais d'abord, la question, comme d'habitude, est-ce que vous avez regardé un peu de foot ce week-end? Ouais, bah déjà il y avait Servette. Servette, exactement. Servette, évidemment. J'étais au stade, je travaillais dessus, et puis il y avait Milan-Juve après le soir. Milan-Juve que j'ai regardé aussi. Est-ce que tu as regardé Milan-Juve? Non, j'ai regardé Naples-Gênes. Naples-Gênes, pas mal. Ouais. Pas mal. Donc, aussi, Comment va le gros Napoli? match. Il va bien. Va bien. Donc c'est bien de voir que malgré ils prennent un but, mais ils réagissent. Ouais. Ils ont gagné? Ouais, Je t'avoue 2-1. que je sais plus. Ouais. Un but de Hollund et un but d'Anguissa. D'ailleurs, Naples est leader à égalité. Ouais, à égalité. Non, c'est la Roma qui est leader. Ils sont à égalité. Ouais, 15 points. 15 points. 15 ouais. points. 15 points. Mais c'est assez serré maintenant en haut. Ouais. Ce qui est intéressant, ce serait de voir, vu qu'on est de nouveau les trois qui avions fait le débat J'allais au penser début. la même chose. Faudrait Qu'est-ce se qu'on avait revoie. dit On se revoit dans 4 journées Ouais. et puis on Non, en... mais qu'on regarde les pronostics, tu sais, qu'on a fait en début Ouais, de ouais, saison, ouais, bien et sûr. qu'on en reparle C'est à ça. la fin de la saison en mode, est-ce qu'on était juste? Ouais. Juste. Moi, j'avais mis une petite surprise, la Roma. Pour le moment, elle tient son rang. Ouais. Moi, je suis agréablement. Enfin, je suis surpris aussi. Je crois que je les avais mis assez haut, et je suis Ouais. très content pour eux parce que ça tourne, ça, c'est bien. Ouais, le championnat italien, en tout cas, ça a bien commencé. Les chocs ont été bons. Hein. Ouais. Je pense à Ouais. l'Inter-Juve qui a été super. Milan-Naples qui était un super match. Le Derby de Rome, peut-être un peu moins, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai regardé une bonne partie, ouais, pas tout le match, mais j'ai regardé une bonne partie et très fermé, très dur, très Derby romain. intense, ouais, tu sais, très tactique et c'était pas le match très ouvert, mais c'était chaud. Moi, j'ai trouvé il y avait de nouveau l'ambiance Ouais. comme avant, un peu cette ambiance tendue. Il y a le stade, on sent la ferveur derrière. Ouais. Et tu sais ce qu'ils ont fait, les supporters romains et les supporters de la Lazio pour ce match? Ils ont ramené, parce qu'ils sont affiliés avec des autres ultras d'autres pays, je sais pas quoi, de Pologne, de République tchèque, je sais plus où. Ils les ont tous ramenés pour le match. Ouais, les deux copes. Les deux Ouais, copes ok. ont ramené genre des ultras d'autres pays pour venir avec eux en fait. Ça aurait pu être un cocktail explosif, ça, ça hein, pour aurait la, pu être Bah, c'était pour sous la haute police tension, italienne. la police Ouais, italienne, ouais. parce qu'ils avaient Ouais. mobilisé en masse des policiers. Et puis, Ouais. Bon, toujours le derby romain. Je Ouais. pense que ça doit être le match mais le je plus crois- chaud d'Italie. Ouais, de loin. De loin, ouais. Quoi Ouais, d'autre? en termes de Ouais. sécurité, de quand même, derby romain, tu vois. oui, et après, oui, c'est vrai qu'à 1000. Oui, ok, C'est- d'accord. Ouais, même ok, le ok, Inter-Juve, ok. qui est le derby Oui. d'Italia, même Et puis- le derby de Après, Milan. Et Milan-Inter, il y a un accord entre les deux copes, comme tu dis, de non-agression. Surtout Donc, que ça va chambrer, mais ça va pas aller plus loin. j'ai l'impression, je sais pas si je vous coupe, désolé, les derbys de Milan, t'as quand même 3/4 du stade qui sont pour un club et le match d'après 3/4 pour l'autre. Ouais. Là où le derby romain, j'ai l'impression, C'est plus c'est moitié-moitié. Je sais pas si peut-être je me trompe, hein, mais c'est. Non, mais ce qu'ils font généralement dans J'ai les derbys, l'impression. c'est que à Milan, tu as le virage, la Ouais, t'as tribune la de cour, ouais. l'Inter qui reste pour l'Inter Ouais. même pendant le derby, puis Et il reste du tout le stade reste, pour voilà. Milan, et puis à l'inverse, puis à Rome, la même chose. Bah Rome, justement, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est un Gênes, peu ils faisaient la même moitié-moitié. chose. Gênes, ils faisaient la même chose. J'ai l'impression que c'est moitié-moitié plutôt à Rome. Ah, tu Peut-être regardes ça a bien, il changé, n'y a ouais. que le virage qui est romain, et puis le reste qui est lazial. Et puis à l'inverse, quand c'est L'inverse dans l'autre pour sens. le match retour. Ouais. Ouais, après, oui, ok, c'est peut-être le derby le plus chaud. Ouais, Je pense, mais. De tous ceux qui l'ont vécu et même de tous les joueurs, quand tu les entends parler, ils disent genre il y a que Boca River qui s'en rapproche en termes de. L'intensité. Ouais, Alors je sais pas si c'est le plus chaud en Europe ou dans le monde, mais en tout cas ouais, en Italie, même en termes de force policière, de tension, Ouais. on va dire. Ah, J'ai l'impression Quand même que. Belgrade aussi, entre les parties. Ouais, évidemment. L'étoile rouge. Bien sûr, moi je te Les parle des derbys joueurs grecs, qui en ont, Italie, moi, je te ouais, parle des ouais. joueurs tu sais, qui ont été justement en Amérique du Sud parce qu'il y a beaucoup Ouais, d'Argentins ouais. qui sont passés par la Rome. Ouais, Et puis ces gars-là, ils faisaient la comparaison avec Boca River et Rome. Après, ils n'ont pas joué effectivement en Turquie où tu as aussi des trucs Ouais, qui sont chauds ouais. ou ailleurs, tu vois. Derby de Belgrade, Il y ça avait une c'est. émission YouTube sur ça. Mais le mec là, l'anglais. Samos TV.
Tu connais? Ouais, je connais. On lui fait un big up d'ailleurs. Qui lui fait des très bonnes vidéos sur les matchs plutôt à haute tension. Mais l'acteur qui avait joué dans le film Hooligans, qui avait fait, il allait dans les stades les plus chauds à chaque fois. Mais ça remonte encore à. Spiley Jawood. Ouais, c'est exactement lui, je pensais. Frodon Sake. Frodon Sake. Il va en Argentine, il va au Brésil. Il a fait, il me semble, mais je sais plus si c'est toujours disponible sur YouTube. En tout cas, allez voir, ça vaut la peine. C'est encore. Ouais, il y a aussi Copa 90 ou 90 en anglais, super. Puis si vous voulez voilà, il y a aussi la chaîne L'Arena, puisqu'on en est dans les ultras, tout ça, allez checker ça, c'est bon aussi. Tu connais? Non, ça me dit rien. Tu connais pas? Ok, c'est lui spécialiste sur les ultras. Ok. D'ailleurs, il a sorti une vidéo sur la rivalité serbo-croate là. Ok. Après, tu sais, des fois, je tombe sur des vidéos sur YouTube, mais sans regarder le nom. Ouais. Et c'est possible que je suis déjà tombé dessus. Du coup, à mon avis, oui. J'ai fait le derby le plus chaud du monde, ou ça. Et du coup, je me dis, vas-y, ça peut être intéressant. Je clique. Et en fait, je regarde pas le gars comment il s'appelle, je regarde juste le contenu il est cool et voilà, tu vois. Mais c'est possible, je tombe dessus. Puisqu'on est dans les derbys chauds, les derbys en Afrique du Nord, les matchs en général, et tous les pays, même la Libye. Bon, un peu difficile d'aller aujourd'hui en Libye, mais je veux dire de l'Égypte à la Tunisie, en passant par le Maroc et l'Algérie, c'est quelque chose à faire une fois dans sa vie. Ouais. Je vous conseille. Moi, je vois des fois des vidéos, justement des ultras et tout, de Casablanca, parce qu'ils sont très réputés. Et où ils font des tifos de fou, des chants de foot, et là, l'ambiance est cool. Le derby de Casa, il est fou. Un derby de Tunis, c'est pas mal aussi. Bon, maintenant, en tout cas, pour ce qui est de l'Égypte et de la Tunisie, il y a beaucoup de restrictions en termes de supporters pour le championnat, mais pour les Coupes d'Afrique, les stades sont ouverts. Moi, je vous parle d'un match en 2006 que j'ai fait entre l'Espérance Tunis et Zamalek, et franchement, c'est une des ambiances les plus folles que j'ai vues dans un stade. Franchement. Je suis pas allé en Amérique du Sud, par contre. Je sais pas s'il y en a de vous deux est allé. Moi, j'ai fait Colombie. Ouais, Colombie. Ça doit être quelque chose aussi. C'était cool. T'es allé voir quel match? C'était quoi? C'était Atlético Nacional contre. Je sais même plus. Ok. Medellín? Medellín, ouais. Ouais. Medellín, comme ils disent. Ouais. Mais en fait, par pure opportunité, on a trouvé. C'est cool. On était là-bas en Colombie avec un pote, on s'est dit vas-y, pourquoi pas aller voir un match, on y va, go, tu vois. Surtout qu'en Colombie, ça peut être chaud. Et les sanctions, ça rigole pas là-bas. C'est des 6 matchs à huis clos. Là, on a de la chance. Pas de huis clos, le match était le stade était plein. C'était cool. Belle ambiance. Belle ambiance. Mais tu vois, genre, pour le coup, moi, je vois Amérique du Sud, ma référence, c'est Boca, tu vois. Ouais. Et je vois le Boca commencer, le stade et tout, et je me dis, la Bombonera, incroyable. Et moi, je m'attendais à retrouver un truc un peu similaire. Alors oui, ça chante, mais c'est pas ça non plus. Après, les cultures, même entre les pays, les cultures footballistiques sont différentes. La Colombie, l'Argentine, je pense que ça n'a pas son pareil dans le monde. Je pense que c'est le pays culture foot. Les Brésiliens diront non. Tu vois. Oui. Aussi, au Brésil, ils ont des grosses torcidas, comme ils appellent. Exact, les torcidas. Dans les stades, ils mettent une sacrée ambiance. Je regardais Brésil, souvent le club Coritiba, qui est maintenant, je crois, en 2e division. J'adorais ce qu'ils faisaient. Vraiment impressionnant, le tifo organisé. C'est des belles compétitions entre eux. Après, les violences. Récemment, Independiente contre Universidad. Chili et Argentine, ça va trop loin. Le truc, les gens qui sont tombés du 2e étage, qui étaient balancés, c'est chaud, tabassés. Tu regardes les images, franchement, c'est violent, très choquant. Mais ça, c'est passé en Argentine. En Argentine, Et je crois justement, parce que j'en parlais avec un pote qui est chilien, et il disait genre, les Chiliens avaient fait des groupes et tout pour aller se venger quand il y aurait le match retour au Chili, en mode aller fracasser les gars, quoi. Tu sais qu'en Argentine, depuis 20 ans, les supporters adverses en championnat, je te parle, sont interdits. C'est pas 20 ans, moins, je pense. Parce une vingtaine d'années. N'oublie pas que on est déjà en 2025. Quoi C'est pas 2005 là? Non, mais oui, c'est vrai. Une vingtaine d'années, c'est les supporters en championnat. Après, dans les coupes internationales. Alors ça, ils ont interdit. À un moment, ils avaient interdit. C'est toujours interdit. Il me semblait qu'il y avait un allègement. Trop de dérapage, je pense. Trop de ça va trop loin. Nilassan, qui intervient souvent dans cette émission aussi, est allé cet été voir un match de Flamengo à Rio. C'était plutôt pas mal. Incroyable. Après cette petite digression, on va commencer notre programme, notre émission, et on va commencer par parler de notre équipe phare, la Nati. On habite tous en Suisse, on est obligé d'en parler. Et la Nati qui est donc placée dans le groupe B, qui est actuellement première de son groupe, qui a gagné ses 2 premiers matchs. Elle devance avec 6 points le Kosovo, qui lui a 3 points. La Suède et la Slovénie suivent avec 1 point. Ce vendredi, la Suisse se déplace à Stockholm pour y affronter la Suède, pendant que le Kosovo recevra la Slovénie. Et enfin, lundi prochain, 13 octobre, la Suisse ira en Slovénie pendant que la Suède recevra le Kosovo.
Messieurs, première question, est-ce que vous êtes confiants sur ces 2 matchs pour la Nati qui peuvent être décisifs? Oui. Ouais. Moi, je pense qu'on tient quelque chose. Ils ont bien commencé, donc à confirmer. Même si je ne suis pas emballé par ce que propose Murat Yakin, l'équipe fait le taf et ils l'ont fait sur les 2 matchs. Donc maintenant, c'est de confirmer contre la Suède, qui selon moi est l'adversaire le plus dangereux de ce groupe, même si ils n'ont pas bien commencé. Mais maintenant, il faut prendre les 3 points, gagner ces 2 matchs. Comme ça, on clôt le débat et puis on est sûr. L'histoire. J'aimerais bien que ça change pour une fois, parce que la Suisse, on a toujours une tendance à se mettre des bâtons dans les roues nous-mêmes et à faire un mauvais match quand il le faut. Mais moi, j'ai l'impression... tu me diras après ton avis, Nico. Moi, j'ai l'impression que cette époque, elle a un peu révolu avec la Nati. Moi, je trouve que la Nati, tu vois, genre, moi, je trouve que la Nati aujourd'hui, c'est une valeur sûre. Ouais. J'ai envie de te dire, depuis 2006, pour moi, la Nati, peut-être même 2004, c'est une valeur sûre. Ils sont à chaque compétition. Sauf en 2012. Sauf en 2012, mais tu vois, c'est genre, on le retient. Alors oui, nous, en tant qu'en Suisse, habitant en Suisse et tout, on se dit, ok, oui, là, ils n'étaient pas. Mais aujourd'hui, la Nati, elle fait partie du paysage européen, enfin du football européen et même football mondial, tu vois. La Nati, faut pas oublier que ça bat l'Espagne, que de ma part, ça a battu la France, ça a battu l'Italie, ça bat des grosses équipes, ça fait comme des bonnes prestations. Mais tu vois, là, au moment où je suis déçu, c'est qu'à un moment, on aurait dû passer un niveau. Donc, quand on a sorti l'Italie, on s'est retrouvé après, je crois, contre l'Espagne. C'est là où on aurait dû passer ce cap. Et on l'a pas. Tu parles de l'Euro 2021 ? Sauf erreur, non, oui. Pas le dernier, le 2024. Non, parce que 21. Non, c'était le 24. Le 21, c'est celui où tu bats la France et ensuite tu joues contre l'Espagne. 21, c'est quand tu bats l'Italie et après tu joues l'Espagne. Ouais, la France. Pardon, tu bats la France et après tu joues l'Espagne. Ouais, exact. Et là, 24, c'est quand ils sortent l'Italie. Ouais, moi, je pense que c'est le contraire. Moi, je pense que c'est le dernier en 2024. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que la Nati, là, elle a clairement moyen d'aller en finale à ce moment-là. Ouais, pour moi, c'est la Nati la plus forte qu'on ait vue par rapport aussi aux adversaires qu'il y avait. C'est la Nati la plus forte et qui pouvait aller le plus loin à ce moment-là. Ouais. Là, on sort contre, après l'Italie, c'était qui ? La France ? Non, c'était qui ? C'était l'Angleterre. Ouais, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, elle était prenable. La frappe de Saka, pardon. Et ce fameux corner de Shaqiri, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui arrive sur la latte contre l'Angleterre. Non, j'ai plus souvenir. Non. Je m'en souviens. Mais pour moi, déjà avant, je revois ce match contre l'Espagne après qu'on ait battu la France. On manque de. Ouais, mais l'Espagne, ça restait fort quand même. Ouais, alors l'Italie qui finit champion, on les bat au tir au but. Tu vois, on les bat pas en mode facile. D'ailleurs, la Nati sort au tir au but, si je ne m'abuse, contre l'Espagne. Ouais, exact. Mais je pense que là, dans le déroulé du match, pour moi, on aurait pu. C'était la fatigue, la jeunesse, peut-être, je sais pas. Mais on n'a pas franchi ce cap. Et même après, la fois d'après, on bat l'Italie. On sort contre l'Angleterre. Oui, ok, on peut dire ce qu'on veut, mais on passe pas le cap et je trouve un peu dommage. Maintenant, est-ce que là, tu n'as pas des attentes un peu trop hautes aussi par rapport à la Suisse, tu vois ? Probablement. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un pays 8 millions d'habitants, que le sport national, on est partagé entre le hockey, le ski, il y a le foot aussi. Ouais. Mais tu regardes, on faisait l'évaluation avec Lucas. Ouais. On salue d'ailleurs s'il nous regarde. Gros big up à toi, Lucas. Tous les clubs en Suisse n'ont pas de centre de formation. Bien sûr. Il n'y a que Bâle qui a un centre de formation propre, etc. On en parlait avec Nilassan. Voilà, tu vois. Du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on a des résultats qui sont relativement élevés par rapport à nos capacités, nos moyens surtout. Après, moi, je trouvais par rapport à l'effectif qu'on a proposé, le jeu qu'on a proposé, pour moi, c'était l'année où on devait passer le cap. C'est là où je reste sur ma faim, en fait. Oui, ça, je peux comprendre. Les gars qu'on a, je vois l'évolution du truc. L'année d'après, encore, on fait des excellents matchs et puis il manque la cerise. Est-ce que la Suisse est capable d'avoir ce petit truc, tu vois ? Moi, je pense. Moi, je pense qu'on aurait pu. Après, maintenant. Moi, je pense qu'avec un Chaka qui connaît bien il est un peu. Est-ce qu'il est vraiment au prime, comme on dit en NBA, ou actuellement ou pas ? Moi, je pense que son prime, c'était il y a 2 ans et l'année dernière. Pourtant, sans Chaka, on ne fait pas l'Euro 2024 que la Nati fait. Là, pour moi, il est dans son prime. Ouais, l'année dernière. Là, je pense qu'en signant à Sunderland, il va commencer gentiment. Tu penses ? Ouais, je pense. Je suis d'accord avec toi. On a cité Granit Xhaka dans ces émissions. Ça, c'est le but à chaque. C'est un joueur que j'adore et que je trouve essentiel en équipe de Suisse. Hein. Ouais, clairement. Mais Leverkusen, il fait un travail de fou. Là, il signe à Sunderland. Je suis moyennement convaincu par ce choix, perso. Moi, je suis pas du tout convaincu. Et justement, c'est là où on avait cette fenêtre. On n'a pas passé un cap. Et puis maintenant, va falloir voir avec le renouveau. Parce qu'il va de nouveau y avoir des. Après, il y a des joueurs qui arrivent qui sont chauds. Genre, je pense à un Endeuil, par exemple. Bien sûr. Je pense à Jachari aussi qui va prendre. Okafor. Zakaria, peut-être, qui doit prendre un peu plus de. Zakaria doit prendre le lead pour moi. Ouais, doit prendre le lead au milieu.
Mbolo, Akanji qui est Mbolo encore qui là. sont déjà là. Ouais, mais tu vois, ça, c'est Akanji, par exemple, ça vieillit. Oui, Ouais, oui. Ça, Ouais, il est c'est à 30, 31 ans, ça va encore. Juste, Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est plus. Ouais, bien sûr. Je suis Ses plus d'accord avec belles toi. années, je pense qu'elles sont passées aussi, tu vois. Mais tu vois, c'est à cet âge-là, je pense, où tu peux commencer à prendre le lead aussi. Il a une carrure. Alors oui, qui pour impose et à l'expérience, il gagner sera des toujours trucs. important. Ouais. Mais je compte pas sur lui pour me dire dans 5 ans, on va gagner Ouais, je la suis Coupe d'accord du avec toi. Monde ou l'Euro avec lui, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ok, sur ça, ouais, je suis Est-ce que d'accord. vous vous souvenez avant l'Euro 2024 ce qu'on pensait de la Nati? Parce qu'il y avait Murat Yakin, parce que la c'était phase de catastrophique. qualification a été catastrophique Ouais, sur les c'était catastrophique. Tout à Et, fait. et même la Ligue des Nations se fait. la Ligue des Nations après, avant et après, est catastrophique. Ouais, je sais plus si c'est celle d'avant ou après. Ouais. Ouais, attends, Ou les deux, hein, parce que Ouais. la Suisse est en deuxième division, donc elle est catastrophique quoi qu'il arrive. Mais en fait, quand la Suisse doit être présente, elle est présente ces dernières années, sur ces 5-6 dernières années. Si on remonte jusqu'en 2018, où la Suisse est en 8e de finale contre la Suède, est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui. On est tous un petit peu en train de fanfaronner en disant ouais, la Suède, ça va être bon et tout. Parce qu'on a fait une Et la Nati n'est pas là. La Nati Ouais. ne. Ils étaient absents ce match-là. Voilà. Et ce genre de choses-là, j'ai l'impression que ça arrive moins quand la Nati doit être présente. Je veux dire, les matchs de Ligue des Nations, on en pense qu'on en veut, ça reste pour moi encore des matchs amicaux. Tu Tu peux les louper, ok. Mais quand la Nati doit jouer un match de qualif, doit la gagner, sur ces 5 dernières années, elle le fait. Et avec plus ou moins de Mais c'est maîtrise. ça qui a changé. Ça qui a justement. changé. C'est ça qui a changé aussi dans la mentalité, je pense, des joueurs et au sein de la fédération de l'ASF. C'est qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils doivent gagner des matchs et qu'ils sont là. Et ils ratent pas un rendez-vous. Ils ratent pas un rendez-vous, mais maintenant, c'est sur la longueur. Tu vois, c'est Ouais, ça exact. ce que je dis où je reste sur ma fin, c'est que tu fais un match incroyable contre la France. C'est le match. Et contre l'Italie, L'Italie, c'est la masterclass de l'histoire de la Suisse. Non, mais je veux dire en termes de maîtrise de jeu. C'est parce qu'on est italien d'accord. et puis du coup, Oui, c'est... moi je Complètement. l'ai mal vécu. Pour C'était mais difficile. Honnêtement, J'étais des deux, en termes tu de vois, mais- maîtrise de jeu, t'as jamais vu une équipe de la Nati dominer une équipe. On parle de l'Italie, hein, même Ah si non, c'est mais pas sur après, l'Italie. après, c'était- faut tu sais, remettre l'Italie pour dans moi, le contexte aussi. tu mets 20 ans en arrière, les rôles sont inversés. Tu Tout vois. à fait, Ouais, ouais. complètement. Genre, l'Italie, j'ai l'impression qu'on est devenu la Suisse d'il y a 20 ans en arrière, où on va se qualifier une fois de temps en temps, on va faire un exploit, c'est un exploit d'arriver en 8e ou en demi-finale. Et aujourd'hui, la Suisse, c'est valeur sûre comme l'Italie était à l'époque. J'ai Et l'impression que pourtant, les trucs sont l'Italie inversés. a quand même pris un euro il y a pas si longtemps que ça. Donc, tu sais, il y a un Mais côté parce que paradoxal. ça Ça s'est reste basé l'Italie. sur. Voilà, déjà, premièrement, ça reste l'Italie. Et ça s'est basé sur un projet qui a duré pendant 2 ans, 3 ans. Ouais. Faut pas oublier que l'équipe, elle fait le record de matchs invaincus, Ouais. 37 matchs, je Ouais, crois, ouais. sans défaite, qui a un record absolu battu par l'Argentine juste l'année d'après, qui finit championne du monde d'ailleurs. Ouais. Donc, il faut pas oublier qu'il y avait un projet aussi à long terme avec des joueurs qui étaient dans un système tactique bien En en place. particulier, ouais. Exactement, et que ça fonctionnait bien. Il a trouvé la solution miracle, entre guillemets. Mais c'est un peu. Alors, je dis pas que c'est mérité. Pour moi, c'est totalement. Je vais être contre l'avis de beaucoup de gens, je pense, mais pour moi, c'est totalement mérité au vu de ce qu'ils ont montré avant l'Euro et pendant l'Euro. Mais après, le problème, c'est que ça n'a pas poursuivi. Ça Quoi. n'a pas poursuivi. Mais ça reste l'Italie. Tu as dit que ça reste l'Italie. Oui, Bah, la Suisse qui vient et qui maîtrise une équipe d'Italie comme ça. bien sûr, mais comme ça ça. reste. Là où le match contre la France, c'est le scénario qui est fou. Mais la Suisse, globalement, elle maîtrise pas complètement Ouais, le clairement. match. Tu vois, La France a Contre- accéléré, elle a accéléré, ils ont planté 3 buts. Voilà, c'est ça. Là, l'Italie, tu les as maîtrisés de A Ah à non, mais Z. T'as jamais vu une équipe On de n'a Natique pas- comme ça, tu vois. L'Italie n'a pas été dangereuse à une seule. C'est fou. à un Moi, seul j'étais au moment du stade. match. Hein. J'étais à Berlin. Ça, c'était Ouais, à Berlin. ouais. Franchement, j'étais. Waouh. Ah Je ouais. m'attendais pas à une maîtrise Ah ouais. comme Moi ça. j'étais chez moi devant ma télé. Crois-moi, je me suis dit avant le match, je voyais la Suisse déjà moins forte Ouais. et je voyais l'Italie pas aussi catastrophique. tu Ouais, vois. ouais. Et le match a commencé et je vois ça enchaîne direct. Donnarumma doit être là pour faire 25 arrêts, Ouais, sinon ouais. on prend déjà 3-0 et je me dis oh ça va être chaud, ça Ouais, va ouais. être très très compliqué. Et 1-0, je fais totalement mérité. Et après t'as Vargas ce Ferrer qui met Le deuxième but au début de la Et deuxième. ouais, je suis là bon merci, C'est au revoir, plié, hein. mérité, bravo. C'est plié. Non, sur ça, il n'y a aucune discussion à avoir. Après, il faut être honnête, que tu sois à moitié italien ou pas, suisse. Enfin, la Suisse Ouais. avait largement mérité. C'était incroyable Ouais. ce qu'ils ont fait. Moi, Si on j'étais essaie très d'être fier, un très fier de voir tantinet objectif. très fier de voir la Suisse faire ça. Et puis l'Italie, bon, on le savait déjà là. C'est ça, mais tu vois, c'est là aussi, d'identité. pour moi, c'est exact. Mais pour moi, c'est peut-être là aussi où la Suisse est arrivée à un point un peu culminant où est-ce qu'ils peuvent faire mieux que ça, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais aimé. Oui, Moi, mais au final, c'est ça. moi tu vois, aussi, c'est ça, la Suisse gagne, voilà. gagne l'Euro, la Coupe du Monde Ouais. l'année prochaine, enfin la Coupe du Monde l'année prochaine ou l'Euro dans un futur proche ou lointain. Mais je suis le premier à être content et je suis le premier à sortir et à faire la fête, comme il y a eu en 2021 quand ils battent la France où tout le monde sort va faire la fête. Incroyable. Je n'étais pas sorti, mais j'imagine. Mais du coup, je suis le premier à aller faire la fête si Ouais. la Suisse gagne, tu vois. Sauf que j'ai quand même de gros doutes sur le fait que la Suisse. Ouais. Peut-être que la Suisse, elle a loupé le coche à cet euro.
Ouais. à mon avis. Ouais, En tout cas, elle pouvait prétendre. Je pense pas qu'elle aurait battu l'Espagne parce que c'était vraiment très fort. Mais elle aurait pu atteindre. Petite demi-finale, je pense. Ouais, l'Angleterre, franchement, c'était passable. Hein. Moi, ils m'ont pas impressionné. Ils m'ont pas impressionné non plus. L'Espagne après la France. Non, après l'Espagne, oui. Oui, l'Espagne, c'est autre chose. L'Espagne, c'est. Non, mais ça aurait pu peut-être atteindre une demi-finale. Et t'atteins une demi-finale historique. Ouais, avec ses, ça aurait été beau. Avec ses beaux discours, on en revient au petit match qui nous occupe. Ouais. Là, mais voilà, ça montre à quel point, normalement, on est confiant. Presque trop, il faut faire toujours attention. Mais en toute logique, sur les 2 matchs qui sont les plus importants, puisqu'ils sont à l'extérieur, 4 points, normalement, la Suisse, elle est capable de les ramener. Un nul à Stockholm, une victoire à Ljubljana, ou le contraire. Tu parles de confiance, moi je suis toujours mitigé. Parce que j'ai pas envie de me dire, mais oui, facile. On dit pas que c'est facile. Hein. Non, pas facile, mais tu vois les derniers matchs, ils les ont gagnés. Ouais. Tu vois leurs restants prestations sont propres et tu te dis, ça peut gagner, ça devrait gagner. Mais avec la Suisse, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. C'est ça. Moi, je suis resté bloqué à cette défaite aux îles Féroé. Mais il y a eu une défaite contre le Luxembourg aussi. Hein. Oui, il y a eu des défaites contre. Je dit, on parlait de la Ligue des Nations. Alors, comme on disait, pour moi, ça reste des matchs amicaux, c'est pas forcément important. Les joueurs, je sais pas comment ils sont s'ils sont dans cet état d'esprit ou pas, mais ils font des résultats catastrophiques. Je crois qu'ils marquent en 6 matchs 3 buts seulement, puis ils en encaissent une dizaine. Et t'es là. Genre, tu vois. Donc, je suis en mode, oui, ils peuvent gagner, bien sûr, mais je pense pas que ça va être non plus de l'eau, tu vois. Surtout que la Suède est une bête blessée et elle n'a qu'un point après. Oui, puis Suède, il y a quand même des joueurs qui sont pas mauvais. Hein. Il y a des joueurs, mais est-ce qu'il y a un collectif ? Oui, ça, c'est la différence. J'ai l'impression, là où la Norvège, par exemple, si on prend un peu de comparaison scandinave, quelque chose commence à se créer en termes collectifs, la Suède, elle est un peu en retard par rapport à ça. Et elle s'est fait rejoindre au score contre la Slovénie à la dernière minute. Elle a perdu au Kosovo sur des contre-attaques. Et tu parles de match à l'extérieur. La Suisse, là, joue à l'extérieur. C'est ça. Elle joue en Suède. Il y a température, je sais pas quel temps il fait maintenant à Stockholm. Je te donne la température actuellement. Non, moi, ça m'intéresse pas. C'est plus pour mardi 7 octobre. Quand il fait froid aussi, tu sais que ça peut avoir un impact sur la condition des joueurs. Et puis le stade qui est pas pour toi. Enfin, tu vois, il y a plusieurs facteurs qui font que c'est pas un match facile en fait. Ça, c'est clair. Après, ils peuvent, d'entrée de jeu, tu marques un but et ça peut te faciliter la tâche et tu arrives et tu déroules. Vendredi, il devrait faire maximum 12 degrés à Stockholm. Ouais, c'est agréable. C'est des bonnes températures. C'est ok. Mais la nuit à voir, tu vois. Mais après, ça va descendre à 7 parce que ce sera nuageux, donc ça va. Donc ça va. Là, c'est des températures suisses en vrai. Donc ça va. On est confiant alors. Ouais, en fait, moi, je suis confiant sur la qualification à la Coupe du Monde de la Suisse. Première place, ça devrait le faire. Je pense, ouais. Après, sur ce match en particulier, je te dis pas oui, ils vont gagner. Mais je suis persuadé qu'ils vont se qualifier. Avec quel joueur on gagne ? Enfin, on joue. Si on essaye de faire un 11 titulaire, on met Kobel au but. Ouais, Kobel au but. Akanji Elvedi en défense centrale. Oui. Et moi, tu vois, ça m'embête que Cher ne soit plus là, par exemple. Ouais. Je suis d'accord. Rodriguez à gauche ? Non. Mais tu mets qui à gauche ? Tu mets qui ? Je sais pas, mais pas Rodriguez. Widmer de l'autre côté ? Je mets Widmer d'un côté. Schmitt, il peut pas jouer. Schmitt est plutôt offensif, hein. Isaac Schmitt. Mais c'est pas un latéral, Schmitt. Je sais plus. C'est plus un ailier, hein, en vrai. Dans un 4-4-2, tu le mets, ou même un 3-5-2 et tu le mets sur les ailes, tu vois. J'aurais presque envie de tenter quelque chose comme ça. Sinon, partir avec 3 défenseurs. C'est vrai qu'on n'a pas de latéraux. Et Elvedi, ouais. Et puis là, en plus, il y a le latéral gauche. Bayrami. Si vous avez vu, qui est formé en Suisse et tout, je sais plus où il joue maintenant, qui a décidé de choisir le Kosovo. J'ai vu. Qui aurait pu jouer pour la Suisse, mais du coup, non. Ça, c'est les choix. Oui, ça. Malheureusement. C'est vrai qu'on a personne à gauche à part Rodriguez. C'est vrai. Je vois pas. Jaquez. Mbabou. Lucas Jaquez. Il est blessé. J'ai vu qu'il était blessé. Ah, Jaquez. Zakaria est blessé aussi, non ? Ou il sera là ? Ouais, il me semble qu'il. Zakaria est parce qu'il est pas là. Blessé. Zakaria n'est pas là. Zakaria, malheureusement, ne sera pas là. Bon, déjà, en défense, on n'est pas d'accord. Non, pour moi, comme tu dis, Elvedi et enfin, défense centrale, ça, Elvedi, Akanji, ça. Il y a Bayrami. Rodriguez et Widmer à gauche. Des fois, Murat Yakin, il joue avec 3 défenseurs centraux et à ces deux-là, tu rajoutes un Rodriguez. Ouais, et dans ce cas-là, tu pourrais mettre peut-être Schmitt. Mais tu vois, si tu fais jouer Rodriguez à gauche, avec Akanji et Elvedi justement dans l'axe, et puis du coup Widmer à droite,
En phase de possession, tu peux vite passer à 3 derrière. Ouais. Avec Akanji, du coup, qui prendrait la place dans l'axe. Elvedi, défenseur droite, mais un peu plus excentré à droite. Enfin, voilà. Et Rodriguez à gauche. Ouais. Et puis, du coup, Widmer qui monte Il sur monte. l'aile. Ouais. Et du coup, tu peux vite alterner entre un 3-5-2, un 3-4-3 ou un Effectivement. 4-4-2. Ou t'aurais pas envie d'être plus offensif, mettre vraiment 3 défenseurs centraux avec 3 défenseurs et puis jouer vraiment avec 2 latéraux, donc Schmidt un côté et un autre qui pourrait être, je sais pas si Bayrami ou Muheim. Même il est quoi, ouais. Muheim qui pourrait monter, faire plus un Widmer, 3, tout simplement. un 3-5-2. Pour moi, Widmer, il fait le travail. Moi, j'aime bien. Ouais, Widmer, en moi, soi, Widmer, j'aime bien. Ouais, Ouais. c'est Pour pas moi, c'est un taulier. Lichtsteiner. Hein, dans Ouais, le... c'est pas Lichtsteiner parce que Lichtsteiner, il était exceptionnel. Ouais. Mais ça reste un bon joueur pour l'équipe dessus, je trouve. Ouais, il a fait des bons matchs, ouais. Ouais. Au milieu, Chaka, ça bouge pas. Ah, Chaka. Accompagné. Tu parlais de taulier, Chaka. Taulier. Chaka. Bah, Akanji, je pense que le Chaka, premier. Moi, j'ai été la plus grande Je personne sais. qui a critiqué Chaka pendant des années. Parce que pour moi, Chaka et Shaqiri dans les matchs importants. Alors maintenant, pour moi, c'est Shaqiri dans les matchs importants, face aux grandes équipes. Il n'a jamais réellement brillé. Que Chaka, c'est le mec qui a fait la différence. Si on regarde le match de la France, si on regarde le match de l'Italie, il a Non, mais été Chaka, il est présent. trop fort. Chaka, il a incroyable. toujours été. Chaka- Pour moi, c'est depuis 10 ans le Ouais. premier joueur que tu mets dans cette Ouais, je suis équipe. d'accord. Quand tu fais ta compo, tu mets Chaka. Ouais, Summer avant. Mais, enfin, quand Summer il était encore avant, là. mais- Oui, mais ouais. Chaka, monstrueux. C'est le taulier. C'est. Ouais, c'est- alors, Le j'ai jeu rien à dire passe sur ça. par lui. Ouais. Le Ouais. gars, il a une Ouais. lecture du jeu. Il est juste dans ses déplacements. Il est juste dans bien là où sûr. va le ballon. Ouais. Il est trop fort. Et il est capable de faire ces passes transversales qui cassent des lignes. Ouais. par Et c'est- entrée. et Il en c'est- a encore fait là, c'était contre la Slovénie ou le Kosovo. Un Ouais. des deux matchs pour un centre de je sais pas qui, le but de Mbolo. Ouais. Non, trop fort. Et en vrai, c'est pas une. Le gars, il a quand même été titulaire dans un Bayer Leverkusen qui va gagner la Bundes, qui va gagner la Coupe d'Allemagne et qui finit en finale de l'Europa League. C'est ça, c'est que vous critiquiez le choix de Chaka de partir à Sunderland. Mais comme à l'époque, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il va faire à Leverkusen? Ouais, mais tu peux Non, pas moi, comparer je ça Et il y avec a Leverkusen. et il y a Xabi Alonso qui est là. Et... Leverkusen, Regarde, non, les- Après, c'est pas le même championnat. Oui, et tu sais que Leverkusen, ça a quand même fait, dans son histoire, j'allais dire récente, mais finalement, ça date déjà plus de 20 ans maintenant, 25 ans. Ça a fait quand même finale de Ligue des Champions à l'époque. Ouais, mais c'était le premier titre de Leverkusen. Hein. Oui, là, c'était le premier titre. Ouais. Oui, mais ils sont régulièrement on va dire, dans le haut de tableau de la Bundes. Faudrait regarder le truc. Ils ont eu des hauts et des bas, mais Ils ont eu des hauts débats avant. c'est Xabi une valeur Alonso, par sûre. exemple, ils sont 17e, je crois, quand il les reprend. Et puis des années avant, c'est pas ouf. Mais ils sont régulièrement, dans l'histoire récente, dans le haut de Bundes. Sunderland, ça joue plus la deuxième division et le bas de tableau de première ligue. c'est une équipe historique, Sunderland. Oui, mais tu sais que tu Mais joueras c'est- jamais l'Europe. Ils sont Enfin, Peut-être, ils hein, sont- c'est le projet. Jamais dire jamais. mais ils sont descendus très bas pendant les dernières années et puis ils ont essayé de Sunderland remonter. till I die. Ouais, exactement. As-tu vu le Exactement. reportage sur Netflix? Juste. Et puis après, ils ont un projet, mais un projet sur combien de temps? Est-ce que c'est un... Oui, Oui. mais Mais eux, c'est ils un disent projet déjà sur- là-bas, hein, le Oui, premier mais- mec que je mets, c'est Chaka. C'est Oui, mais c'est normal. c'est Enfin, l'homme ok, qui c'est fait la pierre différence au dans milieu. cette mais équipe. la Bully, c'est pas la première ligue. Et je pense que dans un système de première ligue, Chaka était plus intéressant que dans un jeu beaucoup plus physique qu'est la première ligue. Ouais, il était plus intéressant Bundes, moi je suis d'accord Ouais, avec toi. ouais, Et je c'est pour pense ça que tu vois, genre, on en parlait avant de Modric à Milan. Ça parlait cet été de Chaka à Milan. Moi j'aurais été ravi de le J'étais voir. tellement hypé. Ça aurait été incroyable. J'aurais été ravi de le Ouais, voir à Milan. j'aurais- été ravi. Ça aurait été Pirlo. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, ça aurait pu. Ouais, ouais. Un genre de Pirlo là au milieu avec un autre, Ouais, moi, un gars j'aurais toujours été derrière ravi qui de le voir. ramasse Ouais. tout. Ouais. Avec un Rabiot sur le côté, Avec Rabiot, Zachary ouais. qui va revenir après. Moi j'aurais Ouais. été Mm. tout content. Hein. Très Je suis bien. content avec Modric aussi. Donc on est plutôt confiant alors pour la native. Confiant pour la qualification. Très bien. On va passer aux choses à dire, un dernier truc ou pas? Bah, On va passer à un petit feuilleton dans ces qualifications qu'on suit dans cette émission. C'est le groupe de l'Italie. L'Italie et la Norvège, cette lutte entre les deux équipes. C'est le groupe I. Et actuellement, la Norvège a un match de plus que l'Italie. 5 matchs, 15 points. Que des victoires. Avec une différence de but de plus 21. L'Italie est donc deuxième avec 9 points, 4 matchs. Suit derrière elle l'Israël avec 9 points, 5 matchs. Estonie, 3 points, 5 matchs. Moldavie, 0 points, 5 matchs. Cette semaine, le calendrier nous offre un Norvège-Israël le 11 octobre et un Estonie-Italie à Tallinn, donc en Estonie. Ouais. La Norvège d'abord. Normalement, c'est 3 points, c'est facile. Ouais, je pense. Contre Israël, ça Et- devrait je dérouler. pense. L'Italie, maintenant. L'Italie se cherche. Est-ce que ça va être si facile que ça d'aller jouer et gagner en Estonie?
Non, parce que les matchs avec l'Italie sont jamais faciles, on l'a vu ces Ouais, derniers ils temps. ont mis 5-0 au match. Oui, aller. à la maison. Oui, Ouais. À la Mais maison, oui, et oui. puis nouveau coach, t'as l'effet de ces nouveaux coachs, on doit tout donner parce que le gars derrière il te donne des coups de savate si tu donnes pas ta vie. Alors je pense que ça sera plus ou moins pareil, hein, mais je pense pas non plus que ça sera un 5-0, tu vois. J'espère me tromper, j'espère qu'on fait une victoire facile et tranquille. Ah, Et je pense qu'ils quand vont, même, ils vont rien lâcher là et le score sera assez important. Euh, même si dans les matchs plus durs, je ne suis pas convaincu non plus. Voilà, pour moi, il manque un mec qui fait la différence, quoi, le Fury Class. C'est qu'on avait. Fiori avant. Class. Bon, avant, dans tous les postes, il y avait des Fiori Class. Ouais, en mais Italie. Ouais, même quasiment, au-delà de mais- ça, tu vois, genre, pour moi il manque une équipe. Ouais, alors Parce ça, que- oui, alors, oui, je suis Mais je te d'accord. parle pas d'équipe Ouais. en termes de joueurs, parce que tu regardes, si tu prends les joueurs individuellement de la Norvège, tu prends un par un les joueurs de la Norvège, C'est tu une- prends un par un les joueurs de C'est une l'Italie, équipe de fou furieux, la Norvège. ouais, 3-4 gars. Ouais, quand même. il y a- Oui, mais enfin, Par regarde, rapport à l'Italie, excuse-moi. prends-les mais- un par un. Prends les défenseurs centraux. Je vais prendre la compo Regarde, du dernier Italie-Norvège. L'Italie, on a le meilleur gardien du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est le trophée Yashin qui l'a reçu. C'est actuellement le meilleur gardien du monde. Selon les instances européennes, Ballon d'Or. On te le ce que laisse. tu veux. Tu parles de Meret, c'est ça. Je crois que c'est normal. Factuellement, gardien qui a fini d'ailleurs meilleur joueur lors de l'Euro 2021, qui a gagné la Ligue des Champions avec Paris cette année et qui a reçu le trophée Yashin. Donc la Norvège n'a pas ça. Donc on a déjà un gardien meilleur qu'eux. En défense, on a un gars qui joue à Je peux Arsenal. me permettre sur le Vas-y, gardien vas-y. Les sorties de Donnarumma, le jeu au pied de Donnarumma. Ok, mais on demande pas à Un- un gardien un- de faire des arrêts. Ouais, mais on lui demande aussi, parce qu'il encaisse des buts sur des maintenant. des mauvaises sorties. Enfin, Ouais. sur des corners, qu'on fasse à des Haaland, des Ouais. Odegaard et compagnie, ça va être chaud. Parce que on sait, la grande finale, ce sera ce Italie-Norvège à Milan. Non, mais de toute façon, ils sont en premiers novembre. la Norvège. Parce que même si, imaginons, on gagne, il faudrait qu'on gagne 12-0 pour revenir au goal average. Il y a ça. Mais, la Norvège peut égarer des points par-ci par-là. Hein. Oui, j'ai un petit doute. Alors, Je- oui, évidemment, je On serais sait content, jamais, mais- normalement pas, mais. Mais je pense qu'ils sont assez confiants et assez sûrs et solides pour gagner. Parce que je veux dire, si tu prends le 11, t'enlèves. Enfin, il y a Haaland, qui est largement titulaire en Italie, Ouais. c'est zéro doute. Odegaard, face à Ouais, Barella. d'Arsenal, ouais, mais souvent blessé. Mais Souvent Odegaard, blessé. bon. Mais après, tu vois, Tonali, moi, je le garde. Barella, je le garde. Et n'oubliez pas qu'il fait finale de Ligue des Champions 2 fois quand même en 3 Oui, ans. oui, c'est vrai. Et qui joue dans une Inter qui est pas dégueu. Et puis après, ça dépend. Bah, ils jouent en 4-4-2 maintenant. Donc Tonali, Barella au milieu de terrain. Perso, moi, je garde mon milieu de terrain. Hein. Je le trouve plutôt bon. Je dis pas qu'Odegaard est nul, mais je garde ce milieu de terrain. Et après, il y a l'ailier que j'aime beaucoup, Lang. Non, c'est pas Noah Lang. Nusa. Noussa. Ça. Très Lui, bon. je trouve très Très fort. bon joueur, ouais. Un joueur comme ça manque en Ouais. Italie. Chiesa, on l'avait avant. Aujourd'hui, il est tout le temps blessé. il est Les pas à 100%. attaquants en Italie aussi. Là, je Ouais, vois. c'est Si triste, là, je prends c'est la compo du match, pas le dernier match de l'Italie, le match contre la Norvège, c'était Retegui qui était Ouais. en numéro Ouais, 9. qui maintenant joue au Al. Ouais, en Arabie Cassia. Saoudite. Ouais, en Arabie Arabie Saoudite. Saoudite. Exact. Je sais même pas s'il plante là-bas. Je t'avoue, j'ai pas su. Je ne le suis pas du tout. Je suis pas le championnat d'Arabie Saoudite. Ouais, mais après, sinon, on a Raspadori. Politano Raspadori. qui s'est blessé ce week-end. Qui faisait ça une très bonne saison, Politano. Ouais. Ouais, mais plus c'est lié. C'est pas attaquant. Oui, attaquant. après, tu vois, si tu mets qui? Tu mets Keane. Bah, Keane, Keane, ouais, pourquoi pas. Moi, j'aime bien Keane en vrai. C'est comme une Keane, c'est vingtaine un de bon buts la joueur. saison passée. Je trouve pas qu'il fait une saison extraordinaire là. Ce début de Mais il saison est avec la efficace. Fio, hein. Ouais, mais avec il en a pas besoin regarde, de 50 pour avec marquer. l'Italie, je crois, sur les 2 derniers matchs, il est à 3 ou 4 buts. Donc en Ok. soi, contre Après, le l'Estonie- dernier match de l'Italie, c'est ce match un peu rocambolesque contre Israël. Alors il y a eu qui- Estonie, puis après il y a eu Israël. Et là, justement, alors oui, ce match aussi catastrophique. Et là, tu joues avec deux attaquants, soit Retegui et Keane contre Ouais. Israël. Après, je pense que c'est là, on n'en a pas parlé, mais le coach c'est Gattuso. Ouais. Et je sais que Gattuso, il n'est pas contre déséquilibrer un peu l'équipe. Genre quand il joue contre une équipe plutôt faible, typiquement Israël, il peut balancer pas mal de joueurs offensifs, quitte à déséquilibrer et à t'encaisser des buts, ce qui s'est passé contre... Et là, il parlait d'un 4-4-2 pour le match de vendredi et d'un possible 3-5-2 pour le match Pour contre le- l'Israël. contre Israël, mardi, ouais. Donc, de Là, changer là, ils ont pour vu eux. au match aller. Il faudra peut-être en prendre moins haut de cette équipe d'Israël. Mais ouais, là, tu devrais te retrouver avec deux attaquants, soit Retegui et Oui, Keane. mais là, il faut marquer des buts en fait. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut marquer Ah, des buts. ouais. Après, il faut juste pas en prendre 15, mais il faut marquer des buts. Un de plus que l'adversaire, idéalement. Mais ouais, faut marquer. c'est Pour comme gagner ça des qu'on- matchs, c'est C'est pas comme ça un qu'on gagne. philosophe, en Non, mais fait. même au-delà de ça, parce que tu peux gagner tes matchs 1-0, mais si tu Oui. veux espérer revenir
sur la Norvège, il faut marquer plus de buts que obligatoirement. Ça va être difficile hein, quand même avec le 11-1 qu'ils ont mis à la Moldavie. Moi, je pars du principe dans le foot, tant que c'est en jeu, c'est faisable. Bien sûr, bien sûr. Donc, est-ce que tu partirais pas sur une autre formation que le 4-4-2 qui était proposé, peut-être un 3-5-2 plus offensif ou encore un 4-3-3 ? Ouais, mais 3-5-2, t'as tendance à jouer après vite en 5-3-2, tu vois. Alors bien que sûr. si tu vas avec un 4-4-2, tu te retrouves limite en 4-2-4. Oui, bien sûr, mais maintenant, si tu veux amener plus sur l'offensif, après, c'était les latéraux qui vont beaucoup courir. Après, moi, je partirais sur un... Personnellement, moi, je pars sur un 4-3-3. Pour moi, c'est la meilleure compo. Moi, je suis assez fan du 4-2-3-1 avec des ailiers qui font beaucoup de... 4-2-3-1, c'est bien, c'était un 10, mais bon, on en parlera dans l'évolution du foot. Je spoil. Sur le numéro 10. Comme à l'accoutumée, je spoil. Oui. Très bien. Bon, l'Italie affrontera ensuite. Je pense que si ça passe, ça va en barrage, ça ira pas. Ça ira en barrage. Ouais. Et puis après, j'ai envie de te dire un truc, j'en parlais avec un ami, c'est que si on doit se qualifier pour se faire sortir soit en poule, soit en 16e, que tu parlais de 16e avant, soit en 8e, autant qu'on n'y aille pas. Non, je te dis un truc. Autant qu'on n'y aille pas, que les dirigeants des clubs et de la Fédération internationale de foot italienne comprennent qu'il y a un problème au sein du système parce que ça fait 12 ans qu'on n'y va pas et qu'ils font une immense réforme qui permet que dans quelques années, on commence à lancer des jeunes de 16, 17, 18 ans dans les équipes premières en club et qu'on ait des résultats. Tu veux dire qu'il faudrait qu'on revienne avant l'arrêt Bosman On va pas aussi loin, l'adepte des années. je reprends. Parce que l'Italie, elle a été performante même en 2006. L'équipe de 2006, elle est incroyable. Oui, mais parce que l'équipe de 2006, t'as la moitié des joueurs enfin la moitié. T'as 5 ou 6 joueurs qui jouent à la Juve, t'en as 4 ou 5 qui jouent au Milan. L'Inter, t'as Materazzi, je sais pas si on a d'autres, mais t'as peut-être un ou deux joueurs de l'Inter. Et le reste, ça joue quand même dans des clubs. Il y a la Fio avec Tony. Il y a des joueurs qui jouent en Italie. Voilà. Là, si tu regardes aujourd'hui, toi, tu as regardé Milan, Juve. Le jour, tu me disais, combien d'Italie tu comptes Milan, il y en a 2. C'est vrai que Milan, il n'y en a même pas beaucoup. Il y a Gab, qui joue défenseur central. Qui a Milan sur les grosses équipes, il y a qui Naples, tu vois, avec Spinazzola, Buongiorno, Politano. Il y avait Raspadori avant, il y a Meret. Il y avait Como, je sais plus qui l'autre jour. Como Sassuolo l'autre jour. 4 Italiens sur le terrain. Lecce, je sais plus quoi encore. Il y a 2 Italiens sur le terrain. Après, t'as pas besoin que tous les clubs s'y mettent. 2-3, ça suffit. Moi, je prends l'exemple. Il y avait toujours une grosse culture. En fait, si tu regardes, je t'interromps, je suis désolé. À l'époque, en 2006, quand l'Italie gagne la Coupe du Monde, c'est 70% de joueurs italiens en Serie A. Aujourd'hui, c'est 32% de joueurs italiens en Serie A. Après, le niveau de la Serie A. Ouais, mais non, mais même. On peut régresser sur ces. Ouais, mais on est deuxième. Alors en fait, si tu regardes les clubs, finalement, dans le coefficient UEFA, on est deuxième actuellement. Cette année, devant l'Espagne, devant l'Allemagne, voilà, on est juste derrière l'Angleterre. Donc les clubs sont là, on va dire ça, parce qu'il y a eu beaucoup de résultats en Europa League et conférences qu'on peut monter. Et puis l'Inter 2 fois en finale, ça apporte aide. Quand même, ça aide, ouais. Le Milan, il y a 2 ans ou 3 ans, qui font demi-finale, exact. Mais au-delà de ça, en fait. Tes jeunes joueurs, tu les fais pas jouer. C'est ça. Et tu regardes, et il y a beaucoup qui disent oui, mais c'est parce qu'il n'y a plus de talent, blablabla. Pour moi, c'est faux. Euro moins de 17, Italie championne d'Europe. Moins de 19, championne d'Europe. Moins de 20, finaliste de la Coupe du Monde. Moins de 21, je crois, on se fait sortir en quart ou demi ou je sais plus quoi. Donc, si tu regardes, moins de 17, moins de 19, moins de 20, tu as des équipes. C'est juste qu'à partir de cette étape-là, dans les autres pays comme en Espagne, en Angleterre, les gens ils vont directement jouer en titulaire en équipe première. Enfin, titulaire, ils vont jouer en équipe première. Nous, ils sont prêtés en série B, en série C. Et à 25 ans, on lui dit ouais, c'est bon, maintenant t'as pris un peu d'expérience. Sauf qu'à 25 ans, le bonhomme il est cramé. Voilà, regarde cette culture maintenant des propriétaires en Italie où ça a beaucoup changé sur les, je pense, 15 dernières années, où c'est plus des propriétaires qui avaient un ancrage italien. Des Américains qui veulent faire du business. C'est exactement ce qu'on disait là. Il y a 6 épisodes. C'est là où on en arrive. Et on promouvoit plus les jeunes. On les met en série B, on les met en série C, en série D. Et après, ils percent plus. Et c'est un peu le problème qu'on voit aussi en Suisse avec certains clubs où nos jeunes, ils ont de la peine à percer à l'étage le plus haut. Et on les met en Challenge League, en Promotion League et certains en Ligue, en Première Ligue. Et en fait, ils n'arrivent pas à passer l'étage supérieur. Et c'est des types qui viennent d'ailleurs qui ont ça. Et on perd des talents locaux qui pourraient développer vraiment une capacité pour avancer. Des exemples, il y en a plein. Tu regardes la série B, voilà. Esposito, vous voyez qui c'est? Esposito, il s'appelle de Football l'Inter. Manager déjà depuis quelques années, c'est une pépite, les gars. Super joueur. Il est monstrueux ce Football Manager. Et ça fait des années où je me dis, lui, j'attends qu'il arrive vraiment à intégrer à l'équipe première. Et enfin, il y a un entraîneur qui a eu un peu de bon sens qui s'est dit, ah ouais, il est pas mal en fait. Oui, merci. Regarde ce que fait Naples avec Luka. Donc il n'est pas titulaire maintenant parce qu'il y a Olun, mais il rentre.
il a déjà marqué plusieurs matchs. Il rentre, il est super sub, il arrive, le type, il est grand, il est jeune, il a envie. Voilà, c'est ça qu'on a besoin, mais il faut qu'il monte des paliers. Il faut surtout, genre... Est-ce que tu as besoin que toutes ces grandes locomotives italiennes le fassent? Moi, je vous donne un petit exemple. L'Équateur, par exemple, ces dernières années. En fait, tous les bons joueurs d'Équateur maintenant sont sortis du même club qui s'appelle Independent des Valley. Ouais, parce qu'ils ont. Mais je crois qu'on en parlait justement la dernière fois où le gars qui a racheté le club, il s'est dit je fais que de former et puis après voilà. Et alors c'est un projet qui a duré sur 10 ans parce que l'Équateur et que c'est un club qui fournit maintenant toute l'équipe nationale. Mais tu vois, c'est un génie le gars. En Italie, tu peux avoir 2-3 clubs comme ça, pas forcément l'Inter ou la Juve, mais il y a une comme par exemple ou le Genoa. Non, mais t'as quand même une différence quand tu vas jouer, genre, je prends au bol, à Lecce où tu joues le bas de tableau chaque année. Alors oui, tu peux avoir une équipe full italienne, ce qui est très bien. Ou alors, tu vas jouer le haut de tableau et jouer la Serie A. Tu as une pression qui est différente. La Serie A, l'Europe, par exemple. Tu as une pression qui est différente de jouer un match tous les 3 jours et de jouer dans un club comme Milan ou voilà, que de jouer à Cagliari ou autre. Tu vois. Mais il y a une culture de ça. Si tu regardes ce que faisait la Juve, l'Inter et le Milan pendant très longtemps. Pour moi, c'est surtout la Juve qui a fait ça, plus que les clubs de Milan. Ouais, la Juve, la Juve, ça a toujours été. Tu regardes 82, c'est une base Juve. Quand on gagne du Coupe du Monde, c'est les bases Juve. 2006 même après la défense. Oui, après 2012 avec Bonucci, Chiellini, Buffon, Barzagli, c'est Juve, tu vois. À la base de l'équipe d'Italie, ça, pour moi, historiquement, ça a toujours été la Juve. Pas le Milan, pas l'Inter, pas. Bon, l'Inter à l'époque, c'était beaucoup d'étrangers. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Italiens. C'est l'inverse, ça remonte aux origines. Mais après Milan, Milan, il te fournissait le milieu avec Pirlo, Gattuso. Ouais, mais même avant ça, tu vois, genre le Milan, il fournissait des Donadon, il y avait plusieurs joueurs, enfin, tu vois. Là, aujourd'hui... C'est vrai que l'Inter te fournissait pas forcément des Italiens. Après, on peut prendre le cas de Pirlo, qui a été formé à l'Inter, qui est parti au Milan parce qu'il jouait pas. Brescia, il fait Inter, et puis après, comme beaucoup d'autres qui ont aussi fait... Quel joueur, Pirlo. Incroyable, mais... Il y avait une culture de ça. Et la Juve, la culture qu'ils ont toujours eue, c'est d'avoir on va pas dire une copropriété, mais ils ont toujours acheté beaucoup de talents. Toujours, Ils ont beaucoup de joueurs qui leur appartiennent. Un peu ce que le Bayern et Lyon faisaient à une certaine époque en France et en Allemagne, c'est récupérer les meilleurs talents locaux et les promouvoir aussi d'une certaine manière ou de les prêter ailleurs et puis de les faire avancer. Tu peux sortir des milliers de noms. Moi, je me rappelle d'un type qui s'appelait Boyinov, qui est passé par Avellino. Jovico, je trouvais que c'était un joueur extraordinaire. Mais tu vois, lui aussi, il a dû faire je sais pas combien de prêts avant de pouvoir enfin, en 2011 ou 2012, Conte et leur repère à la Juve et dit ah c'est bon, tu vas pouvoir jouer. Et David César, il me semble aussi. Le Suisse. David César, il a joué à Naples, il me semble qu'il est passé par la Juve. Celui qui a Morcanella qui est passé. Tu parles des Suisses là, pas des Italiens. Ouais, des Suisses, mais je veux dire. T'as switché c'est juste, pardon. Il y a un truc que j'ai pas suivi. Je suis parti dans mon truc là. On va s'arrêter là pour l'Italie. On a débordé, désolé. Pas de soucis, c'est toujours intéressant, ça fait plaisir. Je voulais voir un peu en Europe les autres équipes et une équipe qui est pas très très bien classée, mais ça devrait le faire, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui va affronter vendredi le Luxembourg avant de se déplacer en Irlande du Nord. Mais tu vois, moi j'ai envie de faire le parallèle. Alors pas dans le même extrême avec l'Italie. C'est que tu regardes aujourd'hui au Bayern, où le Bayern a toujours rapporté à l'équipe nationale à la Mannschaft. Combien d'Allemands titulaires indiscutables au Bayern que tu retrouves en équipe nationale? C'est... J'aurais envie de te dire Moussiala, mais il est blessé, par exemple. Mais ça en fait un. Tu peux mettre Goretzka. Goretzka, bien vu. Même en défense, il y a Kimmich. Kimmich. Et Pita. Et ça s'arrête là. Non, mais il est c'est Liverpool. Pardon. Tu regardes les 3 de l'attaque, c'est Kane, Olise, Diaz. C'est pas allemand. Milieu de terrain, il y a Kimmich et Goretzka, donc les deux, avec Moussiala, ok. Pavlovic, il est allemand? Ouais, apparemment, là, il est dans la sélection allemande. Après, il n'est pas toujours titulaire. Non, Gnabry aussi. Comme Stanisic non plus. Gnabry, pour moi, c'est pas un titulaire indiscutable là, au Bayern, par exemple. Bon, là, il joue là parce que Musiala est blessé, puis il fait un bon début de saison. Mais, Kimmich. Mais tu regardes, à l'époque, tu avais eu une base. Quand l'Allemagne gagne la Coupe du Monde en 2014, tu as une base Bayern. Et ça joue la même chose que Guardiola a apporté son jeu au Bayern. C'est un peu la continuité. Et puis ça va en Allemagne, tu as eu surtout, on va certainement en parler après, mais c'est surtout la réforme. C'est Hoffenheim et Ralf Rangnick. C'est là que tout commence, la révolution du foot allemand. Parce que tu parles des débuts des années 2000. Qui se met en place et qui va donner cette équipe de 2014 d'Allemagne championne du monde qui est une très belle équipe à avoir joué, mais qui ne gagne pas l'allemande.
L'Allemagne, Non, c'est rugueux, l'Allemagne, c'est, ça tu gagne vois, clairement pas c'est les l'Allemagne. méchants. Ah non, ça gagne clairement pas le monde. Ça se joue au Et- foot. Enfin, j'allais dire, ça joue au foot. Ça joue très bien au foot. Voilà. Si vous écoutez Paul Pas- Breitner sur RMC, il dit c'est devenu des petits bourgeois qui savent très bien jouer. Ouais. On n'est plus dans des mecs, clairement. Clairement, Ouais, c'est l'Allemagne des des- chiens de la casse, tu vois, ça. qui venaient tout C'est pas défoncer, des qui bonhommes qui gagnaient. arrivent Ouais. et qui sont avec C'est la ça. rage et autres. C'est plus. Peu importe le jeu, nous on marque des buts, c'est tout quoi. Exact. C'est devenu une BMW. C'est de devenu- luxe. ah là, Avant, c'était une ouais, Volkswagen. Ouais, là, c'est même passé à la une Merco, Polo, tu vois. la Ouais. Polo C'est passé une belle rabaissée avec Mercedes. son pot en alu, quoi. Euh, Un groupe en Europe qui est assez chaud où ça va se bagarrer jusqu'au bout, c'est le groupe C. Danemark, Écosse, Grèce, Biélorussie. On accepte la Biélorussie. Danemark, Écosse, Grèce, ça va se tabasser. Et les prochains matchs, ce sera Écosse-Grèce. Combien de points ce chacun vendredi. Le Danemark est premier avec 4 points, l'Écosse deuxième avec 4 points et la Grèce troisième avec 3 points. Ah ouais. Ça va se tabasser à ce niveau-là. Et, Et il reste 4 matchs. Hein. il reste 4 matchs par équipe. Ouais. Ouais. Et il reste Écosse-Grèce, Danemark-Grèce, Grèce-Écosse et Écosse-Danemark. Ils vont tous s'affronter, quoi qu'il en soit. Ouais, mais ouais, non, du coup, ça va être. Bon, au moins, c'est intéressant. Moi, j'aime bien où c'est serré jusqu'à la fin. Ouais, là, je pense que ce sera le groupe le plus serré. Le groupe D, la France, qui affronte l'Azerbaïdjan et l'Islande. Bon, ça va s'en sortir, hein, comme d'hab. Oui. L'Espagne, pareil, qui ira recevoir la Géorgie et la Bulgarie. Ça va être des manitas. Le Portugal aussi, normalement. Portugal, un groupe peut-être un peu plus difficile avec l'Arménie, la Hongrie et l'Irlande. Mais ça devrait le ça faire. va passer. La Hongrie, ils ont été, par rapport à ce qu'ils avaient proposé. Ils sont un petit peu en baisse, la ouais, ils sont Hongrie. un peu en baisse, ce qui est dommage. parce L'Irlande, qu'ils ont des joueurs pareil, qui ils sont en très baisse. intéressants aussi. Hein. Finalement, c'est l'Arménie qui est d'ailleurs deuxième du groupe, qui finalement est peut-être l'adversaire le plus dangereux dans cette... Qui crée une surprise. Ouais, Bah, pourquoi c'est bien. pas. Ouais. Le groupe G avec les Pays-Bas et la Pologne qui sont à égalité, mais la Pologne a un match de plus, ça va se tabasser entre les deux. Les deux ont 10 points. Et le Pologne-Pays-Bas aura lieu le 14 novembre. Ça vous intéresse. Autriche et Bosnie-Herzégovine aussi, avec 4 matchs pour l'Autriche et 5 pour la Bosnie, ils sont à égalité à 12 points. Dans le groupe, il y a aussi la Roumanie, ça va se tabasser à mon avis entre la Bosnie et l'Autriche aussi. Ouais. Avantage sûrement à l'Autriche. Et Je pense aussi, l'Autriche, tu vois, pareil, hein, on les voit de plus en plus fréquemment C'est vrai. dans les compétitions. c'est vrai. Est-ce qu'ils n'ont pas eu aussi régulièrement parce qu'ils ont quand même fait des apparitions, il me semble, 2006 Non, pas non, 2006, non, non, non. 2000, En 98, c'était après. avec Ouais, l'époque ouais. Herzog. Je sais Ouais. pas si vous- Parce qu'après, ils ont eu une période où il y avait. Après, on les a pas vus pendant Mbenz, longtemps et il y a ouais. le renouveau avec Alaba. Ouais, juste, ouais, voilà. exact. c'est juste, Et, ouais, Je crois que la première fois qu'ils se requalifient, c'est quoi? C'est peut-être 2016, non? Ouais, 2016 peut-être, Je ouais. suis même pas sûr. Attends, laisse-moi voir. Moi, je pense que c'est même 2020. Hein. C'est l'Euro 2020, Ah ouais, à mon avis. si... Non, Ils étaient sont même pas qualifiés avant. ils étaient même pas au Qatar en 2022. Qatar, ils étaient pas? Non, je crois pas. Ok. Moi, je je les pense voyais que c'est plus réguliers que 2000. Moi, je pense que c'est 2020. Ok. 2020, ça. c'est sûr, ils sont. Parce Ouais. que l'Italie les sort difficilement d'ailleurs. 2018, Coupe du Monde de Russie, je pense pas qu'ils y sont. Peut-être 2016 à la limite, ouais. J'ai un doute. Et enfin, le groupe J, enfin, avant-dernier groupe, c'est Macédoine du Nord, Belgique. Macédoine du Nord, 11 points. Belgique, 10 points. Pays de Galles, 10 points. Belgique, un match de moins. Un match de moins pour la Ok, Belgique. Évidemment, ça devrait se faire pour la Belgique. Oui. Et le dernier groupe qui est... bon, il y a l'Angleterre qui rafle tout, 5 matchs, 15 points. Mais suite derrière, l'Albanie, la Serbie et la Lettonie. Et ça, moi, j'aime bien. C'est le genre de match chaud où ça tabasse et ça va batailler jusqu'au bout. Je mets une entre... pièce sur la Serbie quand même. Tu mets une pièce sur la Serbie? Ouais, j'aurais mis une pièce sur la Serbie, mais attention à l'Albanie quand même. Oui. Et Je surtout dis pas que que je c'est pense que mauvais, le hein. match retour qui aura lieu à Belgrade entre la Serbie et l'Albanie, qui aura d'ailleurs lieu vendredi, samedi 11 octobre. Samedi, c'est 11 octobre. Samedi, il y a des. Celui-là, il vaut son pesant de cacahuètes. Ah hein. ouais, je suis d'accord. C'est à quelle heure le match? Ouais, Il c'est est vrai à que- 20h45. Ah, en même temps que l'Italie, samedi. dommage. Ouais, ah, tiens, moi, je vais zapper Faut, entre, ouais, y a entre les moyen. deux. Franchement, Faire un multiplex. Serbie-Albanie, il va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Ouais. Franchement, intéressant. J'avais vu le match aller. J'ai des choses que je vais pas dire à la radio, mais j'ai entendu des choses dans le public. Ouais, Et que je parle pas albanais, malheureusement, je connais quelques mots, je les ai entendus. Tu m'étonnes. Espérons que là, ça puisse. Qu'il y ait pas Ça va de bien se passer. problématique. Bon, il y avait beaucoup de flics dans le stade. Oui, mais bon, de toute façon, voilà. c'est d'un côté, moi je trouve ça cool qu'on arrive à organiser un match quand même entre des équipes, Mais bien sûr.
des pays qui se détestent fraternellement. Clairement. Après, tu vois, là où je trouve d'un côté fort et d'un côté, c'est chiant parce que ça peut être un prétexte de bagarre, mais c'est que c'est un sport et ça devrait rassembler un peu tout le monde. Tu vois. Alors oui, chacun supporte son pays, mais viens, on le supporte dans la bonne ambiance. Tu vois, genre, au final, on a le même objectif, gagner le match, chacun pour notre pays. Après l'historique de cette région. C'est vraiment quand tu as vécu des trucs aussi forts. Tu peux non, mais bien sûr, et je juge pas parce que j'ai pas vécu ça, mais c'est juste. En plus, on parle de l'Albanie. Un peu, tu vois, comme un jeu et comme une fête. Et bien sûr, ça serait bien de fêter ça ensemble et justement de profiter pour ce truc, malgré tous les différends qu'il peut y avoir. Finalement, en fait, on est 22 joueurs, on est égaux sur le terrain et viens, on fait notre match. Pourtant, l'Albanie et la Serbie, les deux pays directement n'ont pas été en guerre depuis des années. Hein. C'est historique. C'est pas faire la histoire de proxy, le Kosovo, tout ça. D'ailleurs, il y a des matchs qui sont interdits par les différentes fédérations internationales. Notamment Espagne-Gibraltar. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais Espagne ne peut pas affronter Gibraltar. Oui, un contentieux, il me semble. Un contentieux avec l'Angleterre. Toujours l'Angleterre. Quoi De quoi alors Sacrée surprise. Ouais, je crois que la Bosnie ne peut pas affronter le Kosovo et la Serbie ne peut pas affronter le Kosovo, ce qui semble assez logique au vu de Bosnie-Herzégovine et Kosovo ne peuvent pas s'affronter. Dû à une grosse communauté serbe en Bosnie. D'accord. Alors il y a quelques matchs comme ça qui sont interdits. Enfin, qui sont interdits. Qui sont pas recommandés, on va dire. Évidemment, le Ukraine-Russie. Hein. Oui, bon, ça, oui. Enfin, bref, c'est toujours intéressant. Le football est toujours un petit peu politique. Oui. Le football est politique. Malheureusement, j'ai envie de te dire. Malheureusement. Avant qu'on passe à notre gros débat de la semaine, je voulais quand même dire un mot des qualifications. J'ai perdu ma page. Des qualifications en Asie. On n'en a pas parlé dans cette émission. L'Asie, qui a déjà pas mal de qualifiés, l'Iran, l'Ouzbékistan, la Jordanie, le Japon, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un mini-tournoi pour octroyer 2 places en plus aux équipes asiatiques. Je descends dans... voilà, donc c'est un tournoi de 2 groupes de 3 équipes. Le premier contient les Émirats Arabes Unis, Oman et Qatar. Le deuxième contient l'Arabie Saoudite, l'Indonésie et l'Irak. Ça se joue en match sec, hein, donc tout le monde s'affronte une fois. Mort subite. Le Oman jouera contre Qatar, les Émirats Arabes Unis contre Oman et Qatar contre les Émirats Arabes Unis. Le vainqueur de chaque groupe part en Coupe du Monde. Les 2 deuxièmes font un barrage et le deuxième qui gagne ce barrage part dans des barrages intercontinentaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu parler de ces barrages intercontinentaux, mais c'est un vrai bordel. C'est tellement absurde. On veut tellement rajouter des équipes qu'on trouve un barrage, un truc. C'est bon, maintenant t'es éliminé, t'as perdu, ciao, rentre à la maison. C'est ça, garder ces phases de poule, et puis le premier, machin, il est qualifié. Sinon, qualifie tout le monde directement. C'est ça, c'est ce qu'on disait. Qualifie tout le monde, tu fais une grande Coupe du Monde avec 100, je sais pas combien de pays sont affiliés à la FIFA, mais les centaines de pays qui sont, peut-être 200, je sais pas combien il y en a, sont affiliés. Et tu fais une grande Coupe du Monde en match, élimination directe. Vas-y, bam, et terminé. Et puis à la fin, tu fais une finale avec les 2 derniers qui restent et puis gagner, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Moi, tu mets du spectacle. On est sur un truc. Hein. Moi, tu mets du spectacle. C'est juste que là, les qualifications, on veut faire rentrer. Il y a combien 48 équipes maintenant en Coupe du Monde, non ? Ouais, il va y avoir 48. Et là, ils en parlaient de 64 ou je sais plus combien. J'ai entendu parler de ça pour la Coupe du Monde. Tu vois. Ça commence à faire trop. Hein. Bah oui. Et du coup, si t'es à 64, tu te dis, bon, si t'es à 64 en soi, qu'est-ce qui t'empêche de faire 100 ? Tu vois, je vais faire les 128. Bah, fais 128 alors. Tu vois, genre, tu fais une double Coupe du Monde. C'est vrai que ça perd un peu de sa saveur, moi, je pense. Mais... en fait, t'as plus, tu sais, la Coupe du Monde, tu dois galérer, te qualifier. Et c'est une exclusivité, c'est le Graal ultime pour un footballeur, la Coupe du Monde. Là, c'est accessible limite à... Moi, demain, je me fais nationalité du Fidji, je vais jouer à la Coupe du Monde, tu vois. J'abuse, mais on n'est pas loin des clichés. Non, c'est ça. Après, il y a un truc, c'est que sur 32 équipes, dans les 3-4 dernières Coupes du Monde, il y avait quand même la moitié, plus ou moins la moitié, qui était européenne. Oui, bon, ça aussi, il y a une disparité. Et en fait, l'ouverture qui s'est faite sur cette Coupe du Monde-là, elle ne s'est pas faite vers l'Europe, elle s'est plutôt faite vers les autres continents. Ouais, mais dans ce cas-là, ça je trouve plutôt pas mal. Alors, ça, je suis d'accord. Que l'Afrique gagne plus de place, que l'Asie gagne plus de place, c'est des footballs qui progressent. Bien sûr. Alors ça, très bien. Mais viens, on enlève des équipes européennes et on les remplace par celle-là, tu vois. Ouais, mais après, le niveau en Europe reste fort, donc tu es obligé de mettre plusieurs équipes. Oui, mais dans ce cas-là, ça redevient. Il faut qu'on reste exclusif comme ça. On a le même nombre pour chaque continent.
Ça veut dire que si tu dis maintenant, il y a 8 équipes européennes, 8 équipes sud-américaines, 8 équipes africaines, 8 équipes asiatiques, on refait ces phases de poule avec, comme ce qu'on a nous en Europe maintenant, le premier est qualifié. Et le meilleur deuxième, il fait un barrage et il vient qualifier. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu as 8. Tu n'as plus de disparité. Voilà, si tu te retrouves en Coupe du Monde et que tu as un Bolivie qui se retrouve contre la Nouvelle-Zélande ou la Thaïlande ou je sais pas quoi. Crois-moi, je vais voir ce match. Oui, moi Oui, aussi. toi, parce que c'est un amoureux du foot. Ouais. Mais moi, je regarderai tous les matchs. Ouais, Comme j'ai pareil. toujours fait Ouais. presque Pareil. toutes les Coupes du Monde. Chaque Coupe du Monde, chaque tout Euro, ce je que peux regarde voir. tout. Ouais, je regarde presque Et, tout. Ouais. c'est clair qu'il y a des clubs, des équipes équipes que tu aimes moins que d'autres, des trucs moins flamboyants, mais au final, la saveur, elle est là et ça ferait plaisir d'avoir un vrai équilibre. Donc vraiment, si on veut être équitable avec tout le monde, c'est ce qu'on devrait avoir. Ouais, Ouais, mais tu es obligé de prendre en compte le niveau de chaque continent, malheureusement. Bien sûr. Je pense que tu Alors, vois, Mais tu c'est la qualifies vie. une Bolivie et tu ne qualifies pas, par exemple, je sais pas, l'Autriche. Bah ouais. Parce que la Bolivie Ouais, mais alors et dans ce cas, l'Autriche. est-ce qu'il faudrait Et pas alors faire genre des. Des qualifications mondiales pour la Coupe du Monde. Pourquoi pas, hein. C'est ce qu'on voulait abolir avec ce système où ceux qui ont le moins de chance, on fait des poules, on fait des groupes, des machins, on essaie d'arranger tout le monde. C'est ce qu'on essaie d'abolir, c'est qu'il y en a de moins forts que d'autres, c'est la réalité. Désolé, Ouais. il y a 8 places en Europe, il y a 8 places en Asie, il y a 8 places en Afrique. Les meilleurs 8, ils vont y aller. Ouais. Fin de l'histoire. Ah, t'es pas dans les meilleurs 8 de l'Europe parce qu'il y a 34 équipes et il y a 30... Sur les 34, il y en a 30 qui sont excellents. C'est pas équitable. Dommage. Quand tu parlais d'équité, tu parlais d'équité en Pourquoi termes c'est de pas calcul, alors, mais c'est pas. pas équitable, mais c'est égalitaire. Par Ouais, contre. voilà, c'est égalitaire, ça c'est vrai. C'est qu'au moins tu mets tout le monde sur le pied d'égalité. Ouais. Oui. Mais par contre, tu cherches pas l'équité, tu cherches l'égalité du coup. C'est Oui, différent. Oui. Petit dernier tour en Afrique. Je vous l'avais pas dit celle-là. Vas-y. Ah, L'Égypte d'accord. devrait gagner son billet si elle bat Djibouti dans le groupe A, ça devrait le faire. Ça fait un moment que l'Égypte n'a pas été... Non, c'était en 2018. 2018 Ouais. Grande nation du foot, l'Égypte, Ouais, mais c'est pas assez mais présente pas en Coupe du Monde. Ils Ouais. ont gagné beaucoup la Coupe d'Afrique. Ouais. C'est une C'était génération quoi, incroyable. C'était Zamalek ou... C'est toujours Zamalek et Al- Al-Ali. Al-Ali, Plutôt ouais. Al-Ali qui Al-Ali. est le fournisseur number one de Qui a l'équipe fait la Coupe nationale. du Monde des clubs d'ailleurs. Qui a fait la Coupe du Monde Ouais. des clubs, ouais. Ouais. Dis-moi. Présent sur la scène internationale, mais malheureusement en Coupe du Monde pas. Ouais. La période de 2006-2010 de l'Égypte, c'est une équipe incroyable. Mais ils gagnent 3 fois dans la Coupe Et en fait, ils ne se qualifient pas à la Coupe du Monde 2010 parce que tu as ce barrage contre l'Algérie un peu fou où les deux équipes se terminent à égalité parfaite et tu vas jouer un match à Khartoum au Soudan et ils le perdent, quoi. Mais cette équipe-là, elle aurait mérité d'être cette Coupe du Monde. Après, il y avait l'Algérie. C'était fou, ça. C'était aussi une belle équipe. Ouais, l'Algérie, mais moins belle que l'Égypte quand même. Tu parles Mais de 2010 ou 2014 2010, il me semble. Parce que l'Algérie c'est 2014, non? Quand justement ils se font sortir par l'Allemagne. Ça, c'est 2014, mais Avec cette l'arrêt de Coupe du Neuer Monde, je crois aussi, que l'Algérie, elle se qualifie plus ou moins correctement. T'as raison, je vais vérifier. 2010, j'ai un doute. C'est possible, hein, mais j'ai un doute. Je sais que 2014, ils y sont. Et justement, tu as l'arrêt de Neuer où il la sort de la main. Ouais, ça, c'est Cyborg. Je me rappelle pas. Ouais, ce match, il est incroyable. D'ailleurs, l'Algérie qui est pas loin d'éliminer l'Allemagne sur ce match. Hein, Ouais. Qui fait un super match. Ouais, il était fou, ce match. Ouais. Ouais, c'était en 2009 pour la qualif 2010. Ok, autant pour moi. C'est ce barrage. Dans le groupe B, c'est la lutte entre le Sénégal et la RDC. Le Sénégal qui a 18 points, la RDC qui en a 16. Il reste 2 matchs, 2 points d'écart. Et sachez que le Sénégal ira au Sud-Soudan avant de recevoir la Mauritanie, tandis que la RDC ira au Togo avant de recevoir le Soudan. Avantage Sénégal. Moi, je t'avoue, ça me fait trop plaisir de voir le Sénégal. Ouais. Parce que j'ai le souvenir, moi, la première fois que je vois le Sénégal foot, c'est 2002, où ils font une prestation où ils battent la France, Ouais, où fou. ils sont qualifiés et tout. Et c'était du rêve quand j'étais petit, j'étais là. Mais magnifique, une équipe Ouais. dont j'ai jamais entendu parler. Le champion du Ouais. monde. hein. La passe d'Eladji Diouf pour Bouba Diop. Ça Ouais, fait exact, un goal de exact. Bouba Diop. Exact. Je me rappelle, on Papa était en Bouba cours Diop. à l'Aubépine pour ceux À son âme. qui connaissent. Ouais. On regardait ça sous la table pour pas que le prof nous chope. Bah ouais, et du coup, c'est genre magnifique. Moi, je leur souhaite qu'ils aillent en Coupe du Monde. J'ai envie de les revoir en Coupe du Monde. Le groupe le plus fou en Afrique, c'est le groupe C avec l'Afrique du Sud qui a 14 points, le Bénin 14, le Nigeria 11, le Rwanda 11. Sachez qu'on a enlevé 3 points à l'Afrique du Sud parce qu'ils ont fait jouer un joueur qui était suspendu normalement. Donc normalement, l'Afrique du Sud devait être à 17 et elle se trouve à 14. Et ça relance le Nigeria, mine de rien, qui est très mal en point.
Tout le monde a 8 matchs. Et au calendrier du Nigeria, ce sera Lesotho-Nigeria et Nigeria-Bénin, alors que l'Afrique du Sud ira au Zimbabwe et recevra le Rwanda. Et enfin, qu'est-ce que je vous dis, c'est le Bénin qui est à égalité avec l'Afrique du Sud. Le Ghana, ils en sont où? Le Ghana, c'est après. Mais le Ghana, ils sont quasiment qualifiés. Nigeria, c'est assez surprenant avec l'effectif. Ouais, c'est ça. C'est que le Nigeria est complètement foiré. Ouais, c'est incompréhensible. Est-ce que ça serait pas des problèmes d'ego entre les joueurs? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à jouer en équipe? Je sais pas. Quand je vois ça, je me pose des questions. L'Afrique du Sud, pour moi, c'est pas une surprise, parce que ça reste quand même une équipe qui a. L'Afrique du Sud, vous parliez des socles, des équipes nationales créées par des clubs. L'Afrique du Sud, c'est un socle des Mamelodi Sundowns. Presque 8 joueurs. Tu vois. Et ils sont en progression depuis quelques années. Non, mais ça fait un moment que l'Afrique du Sud, ça reste aussi une. Ça fait quelques années, parce qu'ils ont eu un down avant de remonter. L'Afrique du Sud, dans les années 90, début 2000, c'était fort. Ils ont eu un très gros creux avant de revenir là ces dernières années. On se rappelle leur Coupe du Monde chez eux en 2010. Ouais, exact. Cap-Vert, groupe D, pardon. Cap-Vert, Cameroun, qui sont en 2 premières places. Cap-Vert, 19 points. Cameroun, 15 points. Le Cap-Vert, en gagnant son prochain match, peut plier à faire. Et ce sera en Libye. Enfin, ce ne sera pas en Libye, mais ils joueront contre la Libye. Le Cameroun serait éliminé. Le Cameroun, il serait deuxième et ils iraient en barrage. Et les barrages, c'est un gros truc, même en Afrique. Là aussi, c'est surprenant, le Cap-Vert. Le Cap-Vert, qui progresse depuis pas mal d'années. En Coupe d'Afrique, ils ont fait des bons résultats. Ouais. Je suis comme toi, pour le coup, Cap-Vert, c'est pas une référence footballistique qui me parle. Tu dis le Cameroun en face, quand même, ça reste aussi un monument. Et Cameroun, tu vois, j'ai l'image 2002 avec leur maillot sans les manches, leur mode basket. Exact, iconique. Ils jouaient tous avec un t-shirt noir dessous, Samuel Eto'o et tout. Pour moi, ça m'a fait rêver. Le Cameroun, les Lions indomptables, ça reste un grand d'Afrique. Mal en point. Le Maroc est déjà qualifié avec 21 points. Côte d'Ivoire, on va y arriver. C'est le Côte d'Ivoire et le Gabon. Le Côte d'Ivoire est premier avec 20 points, le Gabon est deuxième avec 19 points. Il reste 2 matchs, ça va se tabasser jusqu'au bout. Le calendrier, c'est Gambie-Gabon. Pendant que la Côte d'Ivoire ira aux Seychelles. Ça devrait le faire. Gambie-Gabon, ça va être chaud. C'est pas pour les vacances, les Seychelles, c'est vraiment pour jouer un match. Okay. Et le dernier match, la Côte d'Ivoire recevra le Kenya et le Gabon recevra le Burundi. Avantage quand même à la Côte d'Ivoire, ça devrait le faire. Le groupe G avec l'Algérie qui est première avec 19 points, 8 matchs aussi. Devant l'Ouganda, 15 points. Différence abyssale, plus 12 contre plus 5. L'Algérie, normalement, avec une victoire, devrait se qualifier. Et l'Algérie jouera contre la Somalie de recevoir l'Ouganda. L'Algérie de Petkovic. Petkovic, qu'on connaît bien. C'est vrai. Intéressant, mais même l'Algérie, non, ils ont l'air l'Algérie, c'est une équipe qui est difficile à entraîner. La pression populaire là-bas est assez folle. Et Petkovic, là, il se mange des shitstorms, comme on dit, c'est sûr que violents. Quand tu passes de la Suisse à l'Algérie, je pense que. En fait, il y a un gros débat en Algérie. Il était à la Lazio avant, je crois qu'il a même fait la Serbie, je ne sais plus quel pays. Avant. Il a fait la Lazio, il a fait la Serbie. Mais il n'avait pas une autre équipe nationale avant la Suisse. Je ne saurais pas dire. Il a fait la Lazio. Je ne sais plus. L'Algérie. Ça va être. L'Algérie, il y a un débat sur Mahrez et sur les joueurs locaux et binationaux. Enfin, si vous avez le temps, allez checker ça. Est-ce qu'il n'y a pas un des fils de Zidane aussi qui a choisi de jouer pour Oui, exact, le gardien. Lucas Zidane, je crois. Le gardien ? Ouais. Ok. Qui est d'ailleurs sélectionné pour le prochain match. Ouais, j'ai vu qu'il fêtait sa première sélection. Le groupe H, la Tunisie, déjà qualifié. Mes frérots, big up. Et le dernier, c'est le groupe I. Et tu parlais du Ghana. Le Ghana a 19 points et est suivi par Madagascar 16 et les Comores 15. Le Ghana devrait plier l'affaire. Magnifique. Madagascar. Ils joueront contre la République centrafricaine avant de recevoir les Comores. Les Comores, c'est pas facile. Voilà pour ce tour, on est complet. Justement, c'est pas les Comores qui ont battu le Ghana, ou je sais plus. Le Ghana, je crois, qui a perdu un match 1-0 il y a, je crois, lors du dernier rassemblement contre une équipe du coup moins cotée. Le Ghana a fait match nul contre le Tchad. Contre le Tchad. Et ils ont pas perdu un match ?
Ou c'était peut-être de ça qu'on parlait? Non, le Ghana, ils ont perdu. Ils en ont perdu un, effectivement. Et je vais te dire lequel c'est. C'est contre les Comores. Ouais, voilà, tu vois, c'est tu ça. as raison. Et du coup, on parlait avec un ami qui est ghanéen et il me disait, ah, mais c'est Kata et tout. Et bon, finalement, je suis content de les voir premiers. Non, mais le Ghana est dans une phase moins bonne ces 4 dernières années. Les Black Stars, c'est plus ce que c'était. Madagascar. Intéressant. Intéressant. Madagascar qui a fait des bons résultats dans les dernières Coupes d'Afrique, mais ouais, qui peut se qualifier. Les Comores, mais ça va être difficile quand même. On est complet, ça fait plaisir. Moi, je suis content de voir ces équipes un peu nouvelles, justement, de Madagascar et tout, qui arrivent. Et moi, je trouve ça cool. Tu vois, c'est ça la beauté du foot aussi. C'est ça, et c'est clair. Et de voir des styles de jeu différents, même si, et on va venir à notre débat, le jeu est devenu quand même plus assez stéréotypé. Enfin, je veux dire, une petite équipe maintenant, si elle est en bloc, elle défend bien, elle est capable d'aller gagner un match. Bon, je pense au Kosovo-Suède récemment. Ça dépend les joueurs que tu as dans ton système et dans quelle formation tu veux évoluer. Parce que je sais pas, tu prends l'attaquant de pointe, tu joues avec un seul attaquant de pointe. Comment est-ce que tu vas l'utiliser? Aujourd'hui, on voit beaucoup ce jeu en pivot quand il décroche. Et puis après, c'est partir dans la profondeur de la tête ou du pied. Ce que nous, on a pu voir avec un peu Crivelli, ce qui l'amenait beaucoup. Et puis avec des joueurs sur les côtés qui débordent. Maintenant, c'est, comme tu disais, ce stéréotype où on n'a que des joueurs comme ça. Bon, c'est ça, prélude, on va ouvrir ce débat. Messieurs, nous sommes plus ou moins nés dans les années 80, début 90. Nous avons connu un football différent dans les années 90, 2000 jusqu'à 2010. Et l'avènement de Guardiola, de Ralf Rangnick en Allemagne. Je pense que les deux révolutions footballistiques sont faites dans ces pays-là, l'Espagne et l'Allemagne. Peut-être de révolutions récentes. Parce qu'il y en a eu aussi en Italie. Moi, le 3-5-2 de Conte. Aux Pays-Bas à l'époque aussi. Aux Pays-Bas. Avec Cruyff qui arrive, et puis avant ça. Voilà, tu remontes. Oui. Mais oui, évidemment. Mais même avant le 94, dans les années 70 et tout, avec leur football total, avec Mitchell, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça a commencé à l'Ajax. Exact. Après, dans les années 80, fin 80, début 90, Sacchi au Milan aussi. Sacchi au Milan, bien sûr. Révolutionnaire son nouveau style de jeu. Sûr. Et après. T'as aussi l'avènement du Catenaccio, mais dans un style différent. Plus vieux, du coup. Ouais. Et chaque époque, comme tu dis, chaque époque a sa petite révolution, sa manière de jouer. Nous, on commence à se faire un petit peu vieux, même si on est toujours jeunes. Hein. Alors, est-ce que c'est pas nous qui avons qui sommes biaisés dans notre réflexion en disant maintenant c'est tout stéréotypé, et puis les plus anciens nous diront non, mais ça l'était déjà avant. Ouais. Moi, l'impression que ça me donne maintenant, c'est ça. Chaque génération se dit la même chose des nouvelles, en fait. Ouais, mais non. Mais je crois pas dans le foot. Il y a quand même. Et en fait, je peux appuyer mes propos, mais c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, on utilise énormément les datas, contrairement à il y a quelques années en arrière encore où c'était tout récent ou même ça n'existait pas. Ouais. Et on voit que tu prends les datas de beaucoup de clubs, c'est plus ou moins la même chose qui se passe et c'est les mêmes datas qui ressortent au truc. Et en fait, j'ai un ami qui est à fond là-dedans, qui est à fond dans les datas. Et quand il y avait la Geneva Cup, on a été parlé, enfin lui particulièrement, a été parlé avec les data analystes, il y avait l'Inter, etc., des moins d'équipes de moins 17. Il a été parlé avec l'équipe, en gros l'équipe de data analyst de l'Inter. Et il m'a montré des vidéos, des trucs qui sont sortis, où il y a des vidéos YouTube aujourd'hui où des analystes de plusieurs clubs différents prennent en fonction de genre, quand le ballon se trouve à cette position sur le terrain, tu as X% de chance de marquer. Quand le ballon se trouve à telle position, tu as X% de chance de marquer, enfin tu as plus de pourcent, etc. Et plus ou moins. Et en fait, en faisant ça, en se disant, bah ok, le ballon il est là, tu as 0,2% de chance de marquer. Si le ballon est là, tu as peut-être 5% de chance de marquer. Si le ballon est là, tu as 10%. Bah, ça va créer des schémas de jeu. Et je pense que les clubs s'appuient dessus pour créer des schémas de jeu, pour se dire, ok, il faut qu'on amène le ballon là pour marquer. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, tu aurais beaucoup moins la tactique. Non, tu as toute la tactique, mais qui est autour de ça. Pour l'amener là. Basé sur des numéros. Ça me rappelle un film justement. Ouais, exactement. Tout part de là. Tout part de là, de toute cette révolution des data. Je pensais pas qu'on arriverait aussi vite à la data. Puisqu'on est sur la data, on va y rester. Mais tout part évidemment du sport US, américain. Du baseball précisément. Et du baseball, de Moneyball, c'est un film que faut absolument voir, même si vous n'êtes pas fan de. Parce que c'est. Si vous aimez les maths et si vous aimez le foot, regardez-le. Ouais, il faut voir. Même pas, juste pour la culture, parce que c'est quand même. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, mais c'est ça. C'est que
de là, ça rentrait dans le baseball, foot américain, basket. Exactement. Tu sais Et ça que arrivait chez nous dans le mec, football. D'ailleurs, c'est Brad Pitt, l'acteur principal. Le Exact. mec qui est joué par Brad Pitt, je sais plus son nom, je sais plus comment il s'appelle. Il fait partie de l'équipe Redbird, qui est propriétaire du Milan. Milan AC, ouais. Milan, et d'ailleurs de Toulouse aussi jusqu'à l'année dernière où ils l'ont vendu maintenant, ce erreur. Et là, Milan c'est et bon boulot à Toulouse, exactement, basent leur recrutement sur les consignes de ce mec. Ouais. Donc sur toute la data et sur toute la base de données qu'ils ont, on cherche un joueur qui fait ça. Ok, la base de données nous sort tel joueur, on va chercher là-dedans. Ouais, il fonctionne. D'ailleurs, si on parle de la data, en fait, la tactique, si tu prends tes 11 joueurs, tes joueurs en fait deviennent des fonctions. Ouais. Et en fait, chaque joueur doit maîtriser tel ou tel truc. Par exemple, lui doit maîtriser les centres, lui doit maîtriser ça. Et du coup, tu vas aller chercher celui qui met les centres les plus précis, ça devient presque robotique en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme truc. de plus en plus robotique. Ce qui me donne l'impression qu'avant, c'était pas. Tu avais quand même des gars beaucoup plus libres, on va dire, dans le sens où Bien sûr. Mais t'imagines c'était beaucoup plus créatif. Si à l'époque, tu avais bridé un Ronaldo, je parle du Ronaldo R9. Si à l'époque, on avait bridé un Ronaldo, on lui aurait dit tu dois jouer de cette manière. Ouais. Comme, je sais pas si vous avez vu l'interview de Samuel Eto'o, où il parle de Guardiola, où il lui dit quand Guardiola est arrivé au Barça, il me disait Eto'o, faut que tu joues comme ça. Il a dit non, mais c'est moi l'attaquant, c'est moi qui marque les buts. Donc voilà. Et je sais pas si vous savez l'interview, s'il l'a vu, sinon je vous montrerai. Ouais. Et en fait, déjà Guardiola, quand il arrive en 2009, il dit à Eto'o, faut que tu joues comme ça, À l'époque, on disait à l'attaquant, faut que tu marques. Débrouille-toi, faut que tu marques. Ouais. Je vais un peu dans les clichés, je grossis le trait. C'est vrai. Mais on n'a jamais bridé un R9. Un R9, on lui disait, frérot, fais ton jeu, amuse-toi, va marquer des buts. Je pense que c'est ce que Ibra aussi n'a pas accepté avec Guardiola. Exactement. D'où le fait qu'il soit parti. Donc, tu vois, il était tellement bridé, c'était un jeu tellement stéréotypé qui tac. Lui, Guardiola, Ibra, il veut des buts, il veut marquer son but, peu importe comment. Et il n'était pas fait pour ce jeu. En gros, à l'époque, l'entraîneur, il disait bon, tu vas rentrer devant. Hein, tu fais des appels dans la profondeur, tu demandes la balle, tu bouges. Aujourd'hui, on dit il faut que tu décroches, il faut que tu joues en pivot, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et tu n'as plus cette liberté, peut-être cette créativité qu'on voyait avant. Plus libre de créer, en tout cas. Un Ronaldinho aujourd'hui. Oh, quel joueur. La liberté qu'il avait. Mon joueur préféré, je vous le dis. Même un Rivaldo, des gars, des types qui sortaient. Tu peux monter même à des Romario, du coup. Ou des Del Piero qui décrochaient, qui venaient très bas. Mais par contre, tu vois, en termes d'attaque, je trouve c'est souvent le même style d'attaquant qu'on a aujourd'hui. À l'époque, genre un Inzaghi aujourd'hui, ça n'existe plus. On n'accepte plus les Trezeguet, Inzaghi, c'est. Parce qu'aujourd'hui, on demande même aux attaquants de participer au jeu, de la phase défensive, des trucs. À l'époque, c'était je te mets un balle dans les 16 mètres, après c'est ton travail, tu te débrouilles. Tu vas rentrer parce qu'il faut qu'on marque vite un but, puis tu es tout le temps presque hors jeu. Mais... Donc il y a un côté, il y a d'abord un aspect jeu tactique, mais il y a aussi un aspect finalement physique dans l'évolution des joueurs sur ces 15-20 dernières années. Oui. Aujourd'hui, les joueurs sont devenus des athlètes en fait. On va beaucoup à la salle. Avant d'être des joueurs de foot, c'est des athlètes limite. C'est ça. C'est presque. Il y a un truc qui en atteste un peu, pas totalement, mais il n'y a plus de tireurs de coups francs aujourd'hui comme il y en avait à l'époque. Parce que aujourd'hui, à la place de quand ils ont terminé leur séance d'entraînement, à la place de tirer 25, 100, 1000 coups francs comme ils faisaient à l'époque, ils vont à la salle de sport. Ouais. Et puis ils vont faire la récup et autres. Avant, c'était l'entraînement est terminé, on va tirer 50 coups francs. C'est vrai. Aujourd'hui, si on termine, on va à la récupération, tu sais. Ouais. Et du coup, il n'y a plus ça. Et tu regardes, citez-moi aujourd'hui un grand tireur de coups francs. Ouais, en plus, je posais la question avec un pote récemment. Ça n'existe plus. Avant, tu pouvais en sortir. T'avais un Juninho, t'avais un Pirlo, t'avais un Beckham, t'avais même Bergkamp à la limite qui savait tirer aussi. Chilavert. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, c'était patate. Entre les années... Mihailovic. Est-ce que vous vous souvenez de Mihailovic? D'ailleurs, est le seul, je crois, joueur à avoir mis un triplé sur un coup franc dans le même match. Ok. Dans le même match, il met un triplé. Bon, Messi, moi je suis désolé, mais Messi pour moi est un très bon tireur de coup franc. Et Messi, c'est mis sur le Ronaldo à une certaine époque. Ronaldo, je suis moins alors il en a marqué beaucoup, mais c'est un peu tous les mêmes. C'est je tire en puissance et on voit ce qui se passe. Il en a marqué, oui. À une certaine époque, l'époque Manchester, c'était une arme. Oui. Plus maintenant, je suis d'accord. Mais Messi, ok. Mais ce que je veux dire, c'est à l'époque, donc sur les 20 dernières années, les 10 dernières années, on peut en citer 2. Messi et Ronaldo. Ouais. À l'époque, tu peux en citer combien? C'est vrai. Il y avait flopé. Entre 90 et 2010, tu peux en citer, mais à l'appel. Est-ce qu'il y a aussi, c'est peut-être un peu stupide, mais les gardiens aussi. Les gardiens ont vraiment
beaucoup grandi. Aujourd'hui, les gardiens, si tu fais pas 2 mètres, tu peux pas être gardien. Ah, c'est sûr que tu n'as plus de Georges Campos. Hein. C'est 1m67. le Mexicain. Même Chilavert, je crois. Même Chilavert, qui n'était pas très grand, mais même à notre époque. Chokri Elouer, un très grand gardien tunisien, Coupe du Monde 98, pour ceux qui ont la ref. Énorme gardien, pas très grand. En fait, le seul York gardien... Steele, pas très grand, non? Le seul gardien petit que j'ai encore en tête Barthez aujourd'hui... Non, mais qui encore aujourd'hui qui joue... Sommer. Ouais, Yann exact. Sommer. Et Yann Sommer, il est pas fait petit. 1,87, je crois. Tu vois ce que c'est je pas veux dire? petit. Peut-être un peu plus petit. Oui, mais aujourd'hui... Peut-être un 82, Yann Ouais, Sommer. alors ça, Ouais, oui. peut-être un peu plus petit. Ouais. Peut-être un peu plus petit. Aujourd'hui, c'est des. Oui, ok. Et d'ailleurs, d'accord. je pense Oui. que Yann Sommer, s'il est sous-coté comme ça, c'est parce qu'il est pas, il est petit. Mais par contre, il a un très bon jeu au pied, tu vois. Ouais, ça. Mais ça aussi, tu vois, parce que tu parlais du poste de gardien, ce qu'on demande tant à des gardiens qu'à des défenseurs aujourd'hui n'est plus la même chose que ce qu'on demandait il y a 10 ans ou Ils 20 sont ans en beaucoup arrière. plus impliqués. À la base, le gardien, celui que tu mettais au but, c'était celui qui était moins bon au pied. Quand tu étais petit Non, mais- dans ton club, c'était Celui le qui petit avait la allait au balle. goal. Mais même Bon, au-delà toi, de ça, tu vas aller, tu regarde. regardes dans un gardien, tu. Tu parlais de Donnarumma avant, tu me dis, ouais, t'as noté dans ses défauts, son jeu au pied n'est pas top. Ouais. Je suis d'accord avec toi, son jeu au pied n'est pas top. Mais pour moi, un gardien, je préfère que tu me l'arrêtes sur la ligne 1000 fois que tu me fasses des transversales à la Ederson dans les pieds de l'attaquant. Ça, c'est clair. Mais c'est Genre, le rôle d'un gardien de base, c'est d'arrêter le ballon. Je t'ai aussi signalé les sorties, et ça, les sorties depuis toujours, Oui, le bien gardien sûr. doit y être. Bien, Mais, alors, bien sûr. mais tu as raison. Mais les gardiens sont. Tu as ce raison que je veux dire, c'est de. pour- Bien sûr. Illustrer le propos, c'est qu'un gardien de base, jusqu'à le Guardiola arrive, en gros, c'est on arrête la balle. Maintenant, c'est ouais, ok, t'arrêtes. Mais par contre, il faut que tu participes au jeu, il faut que tu saches mettre une transversale de l'autre côté, il faut que tu saches sortir comme il faut. Faut repartir propre de derrière. C'est ça. C'est. Il faut que tu Ouais, ils saches sont très relancer sous la impliqués. pression. Oui, Ouais. bien sûr. Est-ce que les gardiens étaient autant impliqués avant? Non. Non. Ils touchaient un ballon de temps en temps, mais c'était souvent. À l'époque de t'avais- la C'était passe en retrait, le peut-être. kick C'est and quand il y rush. avait la passe en retrait. Là où et ils puis, étaient le alors plus là, impliqués, oui, c'est c'est kick and rush en oui. Angleterre. Quand il doit dégager la balle dans Ouais, la mais tu regardes, dernière alors il y minute. avait quelques gardiens qui étaient doués pour ça, des Olmeta qui prenaient la balle au pied, qui te faisaient la moitié du terrain, des Chilavert qui étaient capables de tirer des coups francs et qui étaient très bons à ça. Et Guita aussi. Et Guita, Guita, qui jouait beaucoup avec la balle, mais ça restait des, Non, mais c'était ça des restait exceptions. des exceptions. Mais là, c'est intéressant parce que là, on parle d'un poste du gardien qui a évolué dans le temps, mais il y a d'autres postes qui ont Le évolué un peu défenseur dans le temps. central, pour Le- moi, ça a évolué de fou. Le Mais milieu encore pire, défensif. pour moi, les latéraux. Les latéraux. Alors, oui, je suis d'accord. Les défenseurs centrales, presque, j'ai envie de te dire, c'est peut-être le poste qui a le moins évolué sur les 20 dernières années. Moi, je suis moyennement d'accord avec toi parce qu'on pareil, on demande plus la même chose. On demande pas Aujourd'hui, tout à fait la même chose, mais tu vois, un défenseur qui dégage, ça va, on va lui dire c'est bon. On va pas non plus, tu vois. ouais, mais aujourd'hui, alors oui, je suis d'accord avec toi sur ce qu'on exige, mais par contre, on les forme différemment. C'est vrai. C'est-à-dire que t'as plus, non plus, ça c'est mon avis, il y a plus les défenseurs centraux d'antan qu'on avait à l'époque. Les bourrins. Genre non, mais même au-delà de ça. Pas très genre, bon techniquement, mais les- bourrins, quoi. Les, Il y a Et Yapstam. Kipembe, moi, pour moi, Il y a Kipembe, pas c'est. Yapstam, non, Yapstam. exact, tu vois, je parle d'un Yapstam, même d'un Nesta. plus fin, d'un Nesta. Ouais, mais Nesta et Maldini, Cannavaro. c'était fin. Oui, Maldini mais dans la c'est- relance, quand même, c'est quelque chose. Hein. Au-delà d'être fin, moi je te parle de défenseurs qui savent défendre. Ouais. Genre, pareil, aujourd'hui, je dois composer un 11 titulaire. En défense centrale, je galère un peu. Il y a Van Dijk qui est très très Ouais. fort, mais qui vieillit aussi. Moi, à une certaine époque, je t'aurais mis un Thiago Silva, que j'ai trouvé un Thiago défenseur Silva, monstrueux. extraordinaire. Bien sûr. Mm. Déjà au Mm. Milan avant de voir à Ouais. Paris, et puis après au PSG, monstrueux. Mais il y en a plus tellement des défenseurs centraux qui sont très très forts comme à l'époque. À l'époque, pareil, tu pouvais faire une équipe de 11 de défenseurs centraux. Ouais. Aujourd'hui, bah, je trouve qu'on leur demande beaucoup plus de participer au jeu, mais moins de défendre. Et t'as plus d'individualité défensive. Et en même temps, quand tu encaisses un but, c'est eux qui sont coupables. Exact. C'est Exact. paradoxal presque. Bien sûr. Mais moi, je trouve quand même que c'est un poste qui a un des postes qui a où le cahier des charges, si tu veux, a le moins évolué. Bah, par exemple, tu prends les latéraux. À une, Oui, latéraux, à une ça a certaine changé, époque, ils bien ne dépassaient pas le milieu de terrain. Oui, oui, non. Aujourd'hui, c'est c'était devenu une différent. arme offensive. Oui. Euh, Mais ça, tu vois, ça remonte déjà à l'époque Cafu, Roberto Carlos. C'était déjà Ouais. un peu offensif. C'était Ouais, mais là, un peu c'était- l'exception. Ouais, c'est C'était ça. déjà un peu offensif. Là, Mais t'es- c'était à peu près les seuls. Ouais, bien sûr. Parce que des Ouais. latéraux aussi dangereux que Oui. Roberto Carlos et Cafu, bah, Après, j'en ai tu pas regardes- trop en tête. Zanetti. Zanetti, je pense Zambrotta aussi qui fait Ouais, Coupe du Zambrotta. Monde 2006. Zambrotta. Steiner, ouais. ouais. C'est après, Ça, c'est mais après. Bergomi, même il montait, pas montait, autant. ça restait. c'était Pas autant. non plus, C'est pas Hakimi aujourd'hui. Non, Vous voyez ce que je veux non, dire mais C'est non. pas, sûr. Mais non, c'est ça, pas, c'est C'est sûr. pas Non, un ça a type que tu changé. pourrais aussi mettre comme aile offensive. À un moment, tu te dis un type qui arrive autant à monter. Tu vois, c'est ce que nous on voit à Servette avec Enjo, qui peut très bien jouer derrière, qui peut très bien jouer Ouais. devant. Ça devient une bidualité. C'est Mais vrai. Magnin que tu mets au milieu, qui arrive à amener plus que Ouais. juste le rôle du défenseur pur et dur. Et puis après, il y a un truc aussi, c'est que les latéraux sont utilisés, genre, oui, comme
ailiers, ils peuvent monter, mais il y a aussi des latéraux, des entraîneurs qui aiment utiliser les latéraux comme un milieu de terrain central en plus. Aussi, ouais. Donc ça passe avec, ça jouait par exemple à 4, il va y avoir 3 défenseurs latéraux, 3 défenseurs centraux du coup, et tu as un latéral qui vient créer le surnombre au milieu. Et du coup, tu crées un immense surnombre entre ta défense et ton milieu de terrain. Et voilà, Guardiola, je sais qu'il aimait beaucoup faire ça. Pioli, je sais qu'il aimait beaucoup faire ça au Milan aussi les dernières années. Ouais. Et ça marchait plutôt bien. Quel autre poste est-ce qu'on parle des cas des numéros 10 ? Bien sûr. Il n'y en a plus. Ouais, les numéros 10, des numéros 10, les numéros 10 sont devenus des numéros 8 en fait. Ou pas ? Est-ce que tu es d'accord avec cette Pour moi, tu vois, le citation poste de numéro 10 a changé avec Iniesta, avec le Barça 2009 et Iniesta. Pour moi, Iniesta de base, c'est le numéro 10, c'est un numéro 10 parfait. C'est un numéro 10. Il sait tout faire, il a ce petit truc de magie, etc., etc. Je parle même pas de Messi, parce que Messi jouait plus haut ou sur l'aile. Mais Iniesta, pour moi, c'est le numéro 10 parfait. Et en fait, Iniesta, il a été replacé en 8, comme tu dis, avec Xavi. Les deux ont été placés devant Busquets. Et je pense que c'est un peu là la disparition du 10 comme on l'a connu à l'époque. Je pense que les plus jeunes d'entre nous qui nous regardent n'ont pas connu les 10 de l'époque, malheureusement. Les meilleurs joueurs, les plus beaux, les plus fins techniquement. En fait, moi, je pense à Riquelme, je pense à Rui Costa, Rui Costa, Zidane, Baggio aussi à l'époque. C'est incroyable. Il y avait des Rivaldo, il y avait incroyable. Plein, tu vois. Et ce poste aujourd'hui. Même les Allemands, même Klinsmann, même les Allemands, ils avaient des numéros 10. Bien sûr. Alors que c'était une équipe costaud qui plutôt bagarreuse. Ouais. Elle avait quand même. Mais tu avais toujours dans cette équipe un artiste. Toujours. C'était le joueur où tu lui donnais pas de consigne. Figo. Figo aussi, ouais. Figo à une époque avant qu'il passe les. Mais Bien sûr. C'était le joueur où tu disais ils ont eu Deco. Amuse-toi. Deco, magnifique. Diego, est-ce que vous vous souvenez de Diego Diego du Werder Bremen. J'étais en train de penser à lui, ce Brésilien là. Incroyable. Ce joueur. Incroyable. Et lui, tu vois, pareil. Mais même l'Italie, Totti, même si. Totti, oui. Pour moi, il a commencé 10. Oui, il a commencé. Même si après ça, il a un peu. Bien sûr. Totti, joueur extraordinaire. Est-ce que, en fait, finalement, les numéros 10, comme Iniesta t'a dit, c'est un peu le 10 parfait, mais placé en 8, est-ce que finalement, une des caractéristiques qui a changé, c'est qu'on construit le jeu depuis beaucoup plus loin, on l'a dit avec les défenseurs et tout, qu'avant. Et pourquoi ? Est-ce que c'est pour peur de perdre la balle ou de... Non, je pense que le jeu est beaucoup plus axé sur les ailes aujourd'hui qu'à l'époque, surtout. Faudrait regarder, tu vois, les datas, et je pense qu'elles vont confirmer ça, c'est qu'on passe beaucoup plus par les ailes qu'à l'époque où on passait par le milieu de terrain, justement, avec ce fameux 10 qu'on avait, et son rôle, c'était d'organiser le jeu. T'es libre, fais-toi plaisir au milieu de terrain, tu nous fais juste les dernières passes, t'organises le jeu, amuse-toi, et ça passait. Et aujourd'hui, on va chercher, tu vois, on parlait des latéraux qui sont très offensifs, qui ont monté, les ailiers, et ça crée directement un surnombre sur le côté. Donc on va beaucoup plus chercher ici. On en parlait en 9. Je te disais, Ludo Magnin, entraîneur de balle, qui a réussi à bloquer Servette, parce qu'il a analysé le jeu de Servette grâce aux data, où il a vu que Servette, leur jeu, c'était l'équipe qui centrait le plus de la Super League. Du coup, il s'est dit, si je bloque les centres et je suis sûr que mes défenseurs sont à la réception des centres, je bloque le jeu de Servette. C'est ce qu'il a fait. Donc on voit que cette équipe passe sur les côtés, et c'est pas la seule. Il y en a beaucoup. Et c'est très stéréotypé aujourd'hui, ça passe beaucoup par les côtés. Bon, pour moi, c'est aussi lié au fait le physique des joueurs. Dans le sens où l'occupation du terrain, j'ai l'impression de ce qu'on voyait avant, où il y avait quand même beaucoup plus d'espace, il y avait beaucoup plus de rapidité, et qu'aujourd'hui, le jeu est devenu beaucoup plus physique. Ce qui fait que les joueurs occupent beaucoup plus d'espace, ils couvrent des distances beaucoup plus importantes, quoique on pourra en débattre aussi de ça. Et en fait, ce qui fait que on occupe le centre, puisque c'est là où on arrive mieux à bouger le bloc défensif ou après repartir sur de l'offensif. Et les joueurs occupant plus d'espace, étant beaucoup plus physiques, étant beaucoup plus rentre dedans, ça fait que le jeu. Il y a moins d'espace, c'est intéressant ce que tu dis. Bien sûr. Mais après, surtout, ça dépend des championnats, je pense. Ce concept dans la plupart des championnats, dans tous maintenant, le concept à un moment est passé, depuis déjà la fin des années 90, même peut-être la fin des années 80. Toujours avoir, c'est ce système que Barcelone faisait très bien, c'est toujours 3 joueurs. Celui qui a la balle, il y a toujours 2 options. Tu joues en triangle. Toujours 2 options où il peut toujours ressortir la balle, et tout de suite on la ressort sur un défenseur central, voire le gardien, et on fait tourner le jeu, ce qui fait déplacer les blocs. Les joueurs étant plus physiques, ils occupent plus d'espace, et on a toujours plus d'athlètes, comme on a dit, qui occupent plus d'espace. Donc, oui, on voit plus de jeux fermés, oui, on voit des pressings toujours plus hauts qui sont liés à ça, en fait. Et du coup, forcément, on voit plus de transition. Ouais, c'est ça. Donc, dès que tu as un peu d'espace, il faut aller vite. Et c'est ce que je disais l'autre fois. Est-ce que maintenant, on ne veut pas arrêter chaque fois de ressortir
cette balle ou de partir depuis en bas et créer ce jeu, est-ce qu'on n'essaierait pas de repartir avec une première passe et un premier ballon plus loin? Mais moi, je pense que ça va changer. Moi, je pense que là, on a eu la révolution Guardiola, on va dire ça comme ça, avec ce fameux tiki-taka et ce jeu où il faut repartir absolument au sol, il faut avoir des gardiens qui savent jouer, des défenseurs qui truc. Et je pense qu'il y a un jour, dans les années prochaines, un gars qui va arriver, qui va dire « j'ai la solution totale pour contrer ça. Le foot, c'est pas comme ça que je le joue comme ça. » Et ça va changer le truc et on va former des joueurs à sa façon de jouer parce que tout le monde va s'y adapter, etc. Et ça va se passer ça peut-être dans 10, 15, 20 ans. Et dans 50 ans, il y en aura un autre. Le tiki-taka, ça n'existe plus trop. La solution contre le tiki-taka, finalement, c'était le Chelsea de Mourinho. Oui, c'était leur rentrée dedans. C'était garer le bus. Mais même, c'était mettre une intensité physique auquel les Barcelonais... Oui, mais tu regardes le Real ont essayé, ils en ont pris 5. Ouais, bon, Chelsea, des fois, c'est passé. Oui, mais c'était ça la solution à cette époque-là. Et mine de rien, ce truc-là a été pris, puisque maintenant aussi, le football est aussi devenu plus intense, plus physique. Donc on a pris un petit peu de ça et on l'a mélangé un tout petit peu avec du tiki-taka. Et j'ai l'impression que ça a donné le gegenpressing, en fait. Le foot... c'est un mélange de ça. Tu vois, le gegenpressing, il y a 20 ans en arrière, par exemple, on n'en parlait pas. Ouais. Le fait de t'as perdu le ballon, tu vas direct le presser. Ça s'appelait un pressing haut. Ouais, mais c'est un pressing particulier. Et le Barça le pratiquait très bien. Le Barça du tiki-taka, en fait, une des grandes forces. Le Dortmund de club et le Liverpool de club aussi. Tu vois, mais le Barça de Guardiola, une des très grandes forces, c'était que quand il partait la balle, tout de suite, il y avait le principe de Guardiola, c'était qu'il fallait la récupérer en 3 secondes. Plus tu la récupères haut, moins tu as de chemin à parcourir pour aller jusqu'au but. Ouais. Donc si tu la récupères dans leur camp, c'est déjà ça de moins à faire sur le terrain pour aller marquer, quoi. Donc oui, c'est bien de récupérer le ballon, clairement. Est-ce qu'on va revenir à des trucs plus défensifs ou pas? Moi, je pense que ça va s'inverser. Ouais. On est un peu allé beaucoup dans l'offensive et là, est-ce qu'on va un peu revenir sur la balance Moi, je pense que... je pense qu'il y aura une nouvelle révolution. Je pense que ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais je pense que ça arrivera. Et là, en fait... on est arrivé dans une période où on n'a jamais eu autant de buts marqués qu'à notre ère. Tu regardes tous les matchs, je vois par exemple, il y a tout le monde qui était en extase sur le 6-7 de Barça-Inter l'année passée en demi-finale. Ouais. C'est une demi-finale de Ligue des Champions où il y a une équipe qui prend 7 goals et une équipe qui prend 6 goals. Moi, perso, ça m'effraie un peu. Pas que je suis un adepte du jeu défensif où je me dis qu'il faut prendre 0 goals, mais on prend 7 goals en 2 matchs, je me dis il y a un problème quelque part, tu vois. Donc... on n'a jamais autant de goals qu'aujourd'hui. Le côté italien qui parle. Hein. Peut-être un peu, mais tu vois, genre Allegri, il est arrivé cette année. Il est parti en mode, on va construire une défense forte, une équipe qui défend et on prend pas de goal. Et ça marque pourtant. Ça prend pas de goal, mais c'est en tête. Enfin, en tête ou deuxième ou troisième, tu vois. Donc, contrairement à Fonseca qui est arrivé, on va faire du jeu à gogo, bam, bam, on va marquer des buts. Oui, mais si t'en prends 5, t'en marques 3, ça vaut pas la peine. Donc, faut trouver un équilibre là-dedans. Et je pense que pour contrer ça, si tu prends pas de goal, c'est plus facile aussi. Bon, la base... ça reste toujours la défense. Toujours quand même. Mais vu que tu vois des défenseurs, on les forme différemment et qu'on marque de plus en plus parce qu'il y a ça aussi et que voilà, je pense qu'on va arriver à un moment où on va se dire attends, il y a trop de goals là. Viens, on commence à défendre un peu plus. Tu penses qu'on arrive à un moment où on se dit il y a trop de goals parce que c'est souvent ça qu'on cherche au final. Ouais, mais où on devient trop américain et on veut le maximum de goals. Tu vois, pour moi c'est ça. Parce qu'il y a ce truc là. Pour moi c'est ça. Et de toute façon, le sport US, quoi qu'il en soit, a peut-être pas toujours influencé parce que à l'époque c'était très cantonné, on n'en voyait pas trop, mais maintenant que c'est accessible, regarde que les data, regarde ce qui se passe avec l'NBA, c'est que la NBA, elle a jamais été aussi peu suivie depuis les années 90 de Jordan qu'aujourd'hui. Parce que justement, il y a des paniers à 3 points à gogo, il y a de plus en plus de scores n'importe quoi. Et du coup, les gens étaient là, c'est cool en fait, à la base, c'est cool avec Curry, les 3 points et tout. Et maintenant, en fait, on s'en lasse. Donc, c'est pareil, en NBA, je pense qu'il va y avoir aussi une révolution où ça va changer le game. Toujours un retour de la défense. On dit, et de toute façon, le basket, on va toujours dire la défense. Et je pense que c'est la base. Le foot, tu vois, c'est assez nouveau ce truc de. Ça fait quelques années maintenant où on marque des buts à gogo et tout. Et je pense qu'un jour, les gens, parce que ça attire des néophytes, oui, ça attire des gens de tout le monde, de tout qui disent c'est cool, on voit des buts, du spectacle. Mais il y a des gens qui vont s'en lasser petit à petit et je pense qu'on va revenir à un truc du foot plus puriste. Tu vois. Voilà, c'est ça. Est-ce que maintenant, on ne revient pas au fait du jeu? Est-ce que maintenant, comme à une époque, on parlait du 8-10 qui construit ce jeu, on voit cette beauté du jeu, mais on avait peut-être après le reste qui n'allait pas. Est-ce que maintenant, on va repartir sur un jeu où on met plus les défenses en valeur ou le milieu défensif? Parce qu'au final, les batailles, elles se jouent surtout au milieu.
La plupart des matchs, tu les gagnes avec ton milieu défensif. Ton milieu, la culture qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a un milieu récupérateur et un milieu organisateur, qui avant était ton 10, ce milieu organisateur. Tu avais 2 gars défensifs qui te récupéraient tout. Donc maintenant, est-ce qu'on revient sur ça ? Moi, comme je vois les choses, je pense que la bataille, elle se joue au milieu et qu'on va voir la révolution, c'est certains vont arrêter de repasser par l'arrière et vont commencer à jouer plus loin pour essayer de repousser le bloc adverse plus haut possible. Par des longs ballons, tu dis ? Le retour du kick and rush ? Pas forcément kick and rush, où tu balances devant et puis il y a un gars devant qui va un truc un peu plus organisé que du kick and rush. Et puis, c'est ce spectacle que beaucoup aiment, ce que certains appelleraient même des footix, où je ne vais pas me permettre d'insulter qui que ce soit. Moi, la beauté du jeu, c'est pas seulement les buts, c'est le jeu. Si j'ai une équipe qui perd, par exemple, je vois Servette contre Bâle, je suis désolé, moi je trouve qu'ils n'ont pas fait un si mauvais match que ça. Première mi-temps, je suis d'accord avec toi. On a vu des belles choses. C'est la première mi-temps la plus aboutie qu'ils ont fait depuis le début de saison. Je veux dire, ils marquent pas, c'est tout. Hein. Je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est pas. Après, on n'est pas dans un fameux podcast. Mais tu vois, c'est pour ça que je sors du match, je suis déçu de la défaite, mais je suis pas déçu de l'équipe. Donc, est-ce que maintenant, ce qu'on va voir, est-ce qu'on repart de derrière ? On veut des défenseurs plus forts qui soient aussi capables de jouer balle au pied, ou est-ce qu'on veut recommencer à avoir un jeu qui passe par le milieu et on a des gens qui font une différence, et on a peut-être un jour, j'espère qu'on va retrouver ces équipes où il y a ce numéro 10, cette beauté d'avoir le gars, on dit le numéro 10 c'est le meilleur parce qu'on était petits, on voulait tous le numéro 10. Ouais. Même parce que c'était le facteur X de l'équipe, le numéro 10. Mais là, tu regardes, le numéro 10, il a été placé sur l'aile ou il a été placé au milieu de terrain. Le leader technique, on appelle ça un peu vulgairement le leader technique, ça a toujours été le 10. Et ces derniers temps, c'est un mec comme Mbappé qui est à gauche. C'est un 8. C'est même pas un 8, hein, c'est vraiment des mecs de côté. Hein. Ouais, maintenant, c'est beaucoup les joueurs les plus techniques, enfin les techniques, je veux dire. C'est beaucoup des gars de couloir. C'est des mecs de couloir. Et qui ont des profils totalement différents de l'époque. Ça va très rapide aujourd'hui, c'est technique, oui, mais c'est pas majestueux comme à l'époque. C'est pas, Est-ce qu'il y a pas c'est un peu classe, j'ai l'impression. Ah oui, mais tu regardes, je sais pas, un Zidane par exemple. Ces joueurs-là, un Zidane, si tu prends un Zidane, tu le mets aujourd'hui, les mêmes statistiques, tout pareil, parce que les gens regardent beaucoup les statistiques, buts, assists, ils disent mais en fait Zidane c'est un joueur moyen parce qu'il a quoi, peut-être une centaine de buts, une centaine d'assists. Les gens diraient c'est un joueur en fait parce qu'il a pas fait tant de buts, mais tu regardes Zidane jouer, tu te dis mais c'est magnifique ce qu'il propose, c'est beau, genre tu prends les pop-corn et tu regardes et tu te dis mais c'est le magnifique. le master chef-d'œuvre de Zidane, c'est pas le France-Brésil de 2006 pour vous? Ou est-ce que alors c'était ça se tape avec ceux-là. Après, moi, je trouve il y a eu pas mal. France-Brésil 2006. Il fait un sacré match. On est sur après le Real Madrid-Leverkusen. Tu vois rien que ce but. Quand est-ce qu'on reverra un but comme ça? C'est vrai que ce but. Pied gauche, pas pied droit. Je prends un autre gars, Rivaldo. Rivaldo. La mortier bicyclette. À l'entrée de la surface. Aujourd'hui, il y a un joueur qui fait ça, on va l'engueuler. On va dire non, c'est pas comme ça que je t'ai demandé de jouer, tu vois. Shaqiri qui met la même chose en Coupe du Monde, plus ou moins avec un retourné. À l'Euro contre la Pologne. Mais voilà, mais c'était des trucs que tu voyais. C'était chaque semaine, tu matais Philippe Mexès. Bam. Ouais, Philippe Mexès aussi. Oui. Vous l'aviez pas celle-là, hein? Si, vous attendez pas, je sais que tu l'as. Mais vous attendez pas celle-là. Téléfoot à l'époque où tu voyais ce genre de choses. Téléfoot. Téléfoot pareil, tu voyais tous les beaux buts et tout de la semaine. Est-ce que vous vous souveniez de Eurogoals sur Eurosport? Tous les mardis à midi. Tu t'appelles. Tu regardais tous les buts, tous les trucs. Redivisé, le Jupiler. C'est comme ça que j'ai connu Shota Arvelaté, le buteur de l'Ajax Amsterdam. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai connu tous les clubs hollandais. Beaucoup de clubs que je connaissais pas, je les ai connus grâce à Eurogoals. Et puis ceux du Portugal aussi. Le Herenveen, tous ces. Portugal aussi, Portugal, évidemment. Victoria Guimarães, Boavista. Victoria Guimarães. Ouais. Et après, tous les gogoles de foot qu'on est, on est bon en géographie grâce à ça. Tu sais que moi, le foot, sur plein de trucs, ça m'a aidé. Bien sûr. Tu sais, j'entends le club et tout, j'entends ça. C'est dans cette ville. Et après, j'entends la ville, je fais c'est dans ce pays, tu vois. Je fais, après, tu vas à l'étranger, on dit, mais tu connais la ville et tout. Ah, t'inquiète. Qui n'a jamais voyagé à cause d'un club de foot? Je vais aller là-bas, je vais aller visiter parce que je connais ce club, je vais aller voir ce qu'il y a. Et même moi, ce que j'essaie de faire, c'est partout où je vais, j'essaie d'aller voir un match. Pareil, j'essaie de faire ça. Et de ramener un petit maillot, un petit truc et tout. Genre, tu vois, je suis parti au Portugal, j'ai ramené des shorts de Sporting, etc. Je suis allé voir Benfica récemment au Portugal. C'était incroyable. T'es déjà allé? J'ai visité les stades, mais j'ai pas été voir de match. Ok. Ouais, moi, je vous conseille, si vous avez moyen de voyager, allez voir le foot ailleurs. C'est très stylé. Toujours cool. Nous, on est ici à Genève et tout, c'est cool.
mais sortez des Genève. Ouais, Allez c'est voir clair. des Il faut. Pour le foot, il faut sortir. Il faut. Et pas que pour le foot, mais il faut. Ouais. Venez au stade quand même. Parce qu'on a Venez voir Servette. Mais si vous avez l'occasion d'aller voir des autres stades, allez les voir parce qu'il y a des stades qui sont extraordinaires. C'est clair. Vivement le retour des trains. Ah. Pour aller. C'est pas prévu. Je me trompe de podcast. Pardon, monsieur. Merci, on a beaucoup parlé. C'était hyper intéressant comme d'habitude. Merci à vous pour tous ces débats et nous avoir éclairé sur ces futurs matchs. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dribble. Ciao, ciao et vive le football. Yes, vive le football. Merci. Bonne nuit.